This program is brought to you by Globals. Lors de cette édition du regard sur le monde qui revient autour de ces grosses batailles économiques qui prennent des proportions assez inquiétantes avec donc la démarche américaine, celle pilotée, chapeautée par Donald Trump qui vient de célébrer bien son premier anniversaire à la tête donc de l'État américain pour ce second mandat. Samedi ce dernier, parlant de Donald Trump, a d'ailleurs menacé d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui ont envoyé des militaires au Groenland, l'île sous pavillon danois qu'il entend ramener dans le giron américain. Emmanuel Macron a lui de son côté menacé d'utiliser le mécanisme anti-coercition de l'Union européenne et jamais mis en branle par l'UE. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller, avec quelles conséquences? On fait le point au cœur de cette réflexion qui s'ouvre à l'instant avec nos invités, bien sûr. Et voilà, on verra donc comment les pays européens se préparent à répliquer aux menaces de Donald Trump. Lui, va-t-il réussir cette fois-là à parler d'une même voix, mais surtout à franchir cette démarche, celle donc bien entendu d'appliquer le mécanisme anti-coercition vis-à-vis d'un vieux partenaire européen. C'est là la grosse et la grande interrogation qui sera soumise, bien entendu, à nos invités qui sont avec nous. Docteur Achille, que vous êtes expert en finance, vous êtes d'ailleurs basé du côté de Washington. Merci de nous accueillir. Il est 12 heures chez vous. Bienvenue à l'antenne. Fabrice, bonjour, ou alors bon après-midi au Cameroun et à tous ceux qui sont en Europe. Eh bien, écoutez, sur la vie d'être des vôtres ce matin, le débat est très passionnant. Je pense qu'on aura beaucoup à partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous d'être là. Taïfou Ousmane, vous êtes à nos côtés, vous êtes chroniqueur international. Taïfou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, à mon tour de vous remercier par rapport à cette invitation et très ravi d'être parmi vous. Je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne et je salue au passage aussi mes amis qui sont là présents, Gamal et Achille. Merci à vous, chers messieurs. On sera rejoint par Alain Jules Beignet. Il est journaliste diplomate. Lui également sera des nôtres dans le temps de cette réflexion, tout comme professeur Tapé Goubera qui finit effectivement avec ses cours à l'université. Le temps pour lui de nous retrouver au cœur de cette grande réflexion. Gamal Abina, internationaliste, merci d'être à nos côtés. Bienvenue. Merci pour l'invitation et merci à tous. Et puis bonjour à toute l'Afrique et à mes co-débatteurs. Nous démarrons avec vous, Gamal Abina. Posons d'abord le débat autour de la démarche américaine. Donald Trump a semblé justifier son intervention, évoquant de son point de vue des raisons sécuritaires. Il évoque une question de sécurité nationale aux États-Unis. La question, elle est toute simple. Gamal, en quoi le Groenland constituerait-il une véritable menace existentielle aux États-Unis? Alors, c'est pas une menace existentielle au sens militaire du terme. Ce qu'il invoque comme excuse, alors qu'il s'entend très bien avec la Russie, c'est le risque, effectivement, d'un conflit potentiel avec la Russie. Parce que c'est surtout ça qui était mis en exergue pendant la guerre froide. Mais c'est une manœuvre grossière. Il n'y a pas de problème avec ses alliés européens, évidemment, les Danois ou les Européens en général. Il a besoin de trouver une justification d'ordre géostratégique et militaire à des ambitions qui sont réellement économiques. Donald Trump veut faire main basse sur ce territoire énorme. C'est quand même 2 millions de kilomètres carrés. C'est 2 163 000 pour être précis, kilomètres carrés. Donc c'est un territoire considérable. Il y a très peu d'habitants, 56 000 habitants. Mais ce qui est sûr, c'est que dans son esprit, l'idée d'avoir la possession de ce territoire est en droite ligne de la doctrine Monroe qui consistait à vouloir étendre la mainmise de cette entité qu'on appelle les États-Unis. Donc c'est un produit franco-allemand anglais
qui a cherché son émancipation vis-à-vis de la couronne d'Angleterre et qui maintenant veut continuer en septembre. Rappelons-nous aussi que les États-Unis avaient payé pour 15 millions de dollars le Nouveau-Mexique après une guerre, toujours sous la pression, qu'ils ont aussi acheté la Louisiane aux Français, qu'ils ont acheté beaucoup de territoires à droite et à gauche. Pourquoi? Pour faire en sorte d'avoir une sorte de grande superficie nord-américaine qu'ils posséderaient en totalité. Ils ont déjà l'Alaska, il leur faudrait effectivement le Groenland pour compléter ce package. Donc les États-Unis ne sont pas du tout en danger. Trump invoque des questions sécuritaires qui sont complètement fausses. Si Biden avait dit ça aurait eu du sens parce que Biden était confronté à la Russie sur la question ukrainienne. Trump s'entend très bien avec Poutine. C'est pas les meilleurs amis du monde. Ils vont pas prendre le McDo ensemble, mais tout de même, il y a une entente cordiale. Et donc le fait d'invoquer ce risque sécuritaire est une façon de faire croire à sa population qu'il y a une nécessité d'obtenir ce territoire qu'il veut prendre par la force. Oublions jamais que l'Amérique, à chaque fois qu'elle prend un territoire, c'est par la force, ce n'est pas négocié, et qu'après, ils indemnisent avec quelques sommes ridicules. J'ai parlé de 15 millions de dollars pour le Mexique, après avoir écrasé sous les bombes les Mexicains. Donc aujourd'hui, l'extension nord-américaine est évidente, mais pas seulement sur l'Amérique du Nord, puisqu'on a vu la tentative de prendre le territoire dans une tentative d'intimidation vis-à-vis du Venezuela, puisqu'il pensait que la vice-présidente se coucherait devant les États-Unis. Elle ne l'a pas fait, mais il a un besoin essentiel de ressources de ces territoires. Pourquoi? Parce que les États-Unis produisent beaucoup de pétrole et de gaz de schiste, mais c'est pas du gaz et du pétrole conventionnel, parce qu'ils ont besoin pour leur centrale. Il faut savoir qu'ils ont des stations pour faire de l'essence. Ils ont besoin pour raffiner ce pétrole du pétrole lourd. C'est pour ça. Ils ont beaucoup de pétrole léger les États-Unis, mais n'ont pas de pétrole lourd. Or, l'essentiel de leur raffinerie font du raffinage à partir de pétrole lourd. Donc, en réalité, ils sont coincés. Leur production ne suffit pas à alimenter les usines américaines. Et comme Trump a une obsession économique de garantir la sécurité économique des entreprises américaines sur le territoire américain, il lui faut une extension. Et il faut garantir aussi qu'ils soient alimentés en métaux rares, en terres rares, évidemment en énergie, pétrole, gaz, uranium. Tous ces éléments-là sont constitutifs d'une politique offensive, agressive américaine, qui effectivement, et c'est pour ça qu'il invoque toujours des prétextes sécuritaires, fait plus écho à de la sécurité économique que de la sécurité au sens stratégique et militaire du terme. Donc Donald Trump est un homme qui est un fourbe, qui est dangereux, qui est capable de créer des conflits alors qu'il se prétendait homme de paix, mais qui aujourd'hui voit que la panne économique de son pays, puisqu'il a fait beaucoup de décisions extrêmement impopulaires, extrêmement dangereuses pour son pays, de faire main basse sur les richesses extérieures pour pouvoir garantir son économie. Et là-dessus, on peut dire, je vais forcer le trait, que par certains aspects, finalement, Trump est une sorte de Hitler qui s'ignore. Hitler aussi, dans son économie dépensière, avait besoin de territoire pour alimenter sa machine intérieure. Eh bien, Trump a à peu près la même politique. C'est une politique expansionniste, agressive, faussement défensive, évidemment, mais qui n'hésitera pas à utiliser la toute-puissance américaine avec un budget de plus de 800 milliards de dollars d'armement par an. Donc, c'est un budget considérable. Il aura besoin, effectivement, de justifier de ses dépenses en les utilisant. Merci à vous, Gamal. Taïfo, je vous retrouve également avec cette même préoccupation sur le cas vénézuélien. On a suivi Trump qui l'a déclaré sans embâche. Je veux le pétrole vénézuélien. Sur le cas groenlandais, il semble tout petit peu nuancé. Eh bien, c'est volet impérialiste. Il parle d'une question de sécurité de menace sécuritaire aux États-Unis. Mais on a bien suivi, en tout cas, le décor planté par Gamal Abinel. Il s'agit véritablement d'aller rechercher ces ressources stratégiques qui vont davantage permettre aux États-Unis de continuer à dominer via son dollar. Alors, comprenez-vous cette nuance de Trump sur les deux fronts? Merci d'abord de m'inviter, mon cher Fabrice. En fait, pour reprendre un peu l'histoire, le Groenland a toujours fait l'objet d'intérêt pour les Américains. D'ailleurs, dès 1867, les Américains ont essayé d'acheter ce morceau de terre, qui est quand même assez énorme, riche en matières premières et même en terres rares. Après, il y a eu aussi Harry Truman qui voulait aussi, qui a offert d'abord au Danemark 100 millions de dollars pour acquérir cette terre. Aujourd'hui, bien entendu, cette terre reste au cœur des enjeux géopolitiques auxquels le monde aujourd'hui est confronté, notamment entre les grandes puissances que sont donc la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors, il faudrait, pour comprendre, on va dire, ce projet géopolitique dans sa globalité, il faudrait d'abord faire la genèse du pouvoir de Monsieur Trump depuis une année. Depuis une année, il a déjà fait le ménage à l'intérieur des États-Unis, en commençant d'abord par ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State.
Donc, en démontant déjà la logistique diplomatique comme l'USAID qui a été démantelée par Monsieur Trump, aujourd'hui, il est allé donc en offshore, on va dire. Il a commencé par le Venezuela. D'ailleurs, à un moment donné, il a fait usage d'un habillage politique pour attaquer le Venezuela sous des prétextes fallacieux, bien entendu, de narcotrafic, etc. Aujourd'hui, il parle plus de narcotrafic, il parle de l'extraction de 15 millions de barils jour au Venezuela. Il fait même l'éloge de la présidente par intérim, et on voit bien que les enjeux de cette politique agressive américaine reposent essentiellement, il est vrai, sur l'aspect économique et géopolitique aussi. Donc, si on devait aussi voir les choses de très très près, les États-Unis aujourd'hui sont en train quasiment de faire un maillage du globe terrestre, en commençant par le détroit de Bering. Ils sont en train d'encercler et la Chine et la Russie quasiment jusqu'au Groenland. Donc, on voit bien quels sont les objectifs et les ambitions de Donald Trump, qui veut quasiment donc prendre le pas sur ces deux puissances pour inverser ce qu'on appelle la naissance du nouvel ordre international, que malheureusement les Russes et les Chinois n'ont pas réussi parce qu'ils sont allés, on va dire, pas crescendo, mais de manière un peu graduelle, en mettant, on va dire, la gestation qui a pris beaucoup de temps pour accoucher de cet ordre international. Aujourd'hui, Trump veut justement précipiter les choses. D'ailleurs, il faut commencer par dire qu'il ne croit plus aux instances internationales. Les États-Unis, par décret, bien entendu, trumpien, s'est retiré de 55 organisations internationales. Il parle de déménager l'ONU, le siège de New York, pour le mettre je ne sais pas où. Il a mis en place ce qu'on appelle le Conseil international pour Gaza, où il offre donc au pays, ou plutôt, il leur propose un ticket d'entrée d'1 milliard de dollars. Alors, il y a le Maroc qui a accepté, il y a l'Égypte et la Jordanie qui sont en train de réfléchir. Les Émirats arabes unis ont déjà donc souscrit à cette démarche. On voit bien qu'il y a une volonté de démanteler le droit international, parce qu'il a beaucoup de mépris pour le droit international, on l'a vu avec la CPI. Et aujourd'hui, on assiste justement à ce démantèlement graduel de Trump qui fait que l'ordre international aujourd'hui, où les règles établies ne lui conviennent plus. Seul le rapport force, d'ailleurs, Van der Leyen tout à l'heure avait parlé d'un monde qui s'articule aujourd'hui sur le rapport de force, et c'est pour la première fois dans ce qu'on appelle le jargon européen, on parle d'impérialisme américain. Alors tenez-vous bien, on parlait d'impérialisme russe, aujourd'hui on parle d'impérialisme américain. Et on voit bien que la volonté de Donald Trump est en train de quasiment façonner un monde en faveur des États-Unis, et il faudrait aussi rappeler, et surtout aller un peu dans ce qu'on appelle la vision prospective, et se dire que Donald Trump ne va pas renoncer au terme de son mandat à continuer à gouverner, parce que cette politique agressive, celle-ci suppose à ce que l'initiateur de ce projet politique soit aux commandes, chose qui ne sera pas garantie si Trump partait. Bon, on a parlé de J.D. Vance pour lui succéder un peu à la Medvedev et à la Poutine, c'est-à-dire vice-président et président, enfin, de manière un peu inversée, mais je pense que Donald Trump a les idées très très claires. D'ailleurs, il le dit, il le fait savoir clairement assez. Maintenant, c'est plus des partenaires. On va dire aux gens qui le méprisent, notamment le président français, qu'il a donc quasiment déclaré comme hors-jeu. D'ailleurs, il a dit que ses jours étaient comptés. On voit bien quelles sont donc les visées des États-Unis. Donc, on voit bien que les jours qui vont venir ne vont pas être de tout repos pour le reste du monde, sachant que la Chine et la Russie ont quasiment failli à leur, on va dire, politique d'équilibre de l'ordre international. Aujourd'hui, ils sont quasiment, on va dire, dépourvus de politique qui soit à même de contrer Trump, parce que les Russes sont inscrits dans une dynamique géopolitique de conquête de territoire par rapport à l'Ukraine pour stopper ce qu'on appelle l'avancée de l'OTAN qui s'est avancée depuis 91, depuis la création de l'Ukraine, de 1000 kilomètres à l'est. Et aujourd'hui aussi, les Chinois qui ont un peu misé ce qu'on appelle la route de la soie. Cette route de la soie risque d'être compromise si ces deux partenaires-là, que ce soit chinois ou russes, si ils vont pas prendre aussi le devant pour essayer d'arrêter Trump. D'ailleurs, c'est la raison, et même les questions qui sont posées un peu par tous les experts en géopolitique. Pourquoi Trump se permet-il d'attaquer les pays et surtout aller envahir son mandat de l'ONU? D'ailleurs, j'ai parlé de son mépris. Pourquoi? Parce que tous les peuples, les pays, on parle des pays, notamment la Russie et la Chine, qui ont failli à leur, on va dire, tâches géostratégiques et géopolitiques.
D'ailleurs, on a appris pas plus loin qu'hier que l'Iran, par le biais de son ex-ambassadeur, que l'Iran était en train de réévaluer les alliances, notamment avec la Chine et la Russie. Il y a de quoi poser des questions, mon cher Thomas. Docteur Achilleke, je vous retrouve, et dans ce que vient de peindre là notre ami Ty Forsman est assez grave, puisque l'on a le géant américain qui semble ne plus s'en tenir aux lois et règlements qui ont plus ou moins encadré la vie du monde jusqu'à ce jour, du moins après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup craignent d'ailleurs que l'on soit rentré, effectivement, que l'on rentre dans le règne du plus fort, une forme de Far West, cette fois-là restaurée et institutionnalisée finalement par les États-Unis. Sommes-nous finalement dans le règne du plus fort où, eh bien, les règles n'auront plus de valeur, où c'est celui qui sera le plus armé qui aura finalement le dernier mot? Écoute, c'est une très bonne question, hein, Fabrice. Je pense que la situation aux États-Unis aujourd'hui, ce qui devient un État déstabilisateur de l'ordre de la sécurité dans le monde, est préoccupante, n'est-ce pas, sur plusieurs points de vue. Mais je pense que l'élément qui fait beaucoup peur aux États-Unis, c'est la dédollarisation qui est en cours aujourd'hui et qui est accélérée par, n'est-ce pas, ces mauvaises décisions qui sont prises, n'est-ce pas, depuis l'administration Biden, n'est-ce pas, et qui continue à faire mal aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, Trump est venu au gouvernement dans son deuxième mandat pour essayer d'arrêter, n'est-ce pas, ce mouvement, n'est-ce pas, anti-dollar, parce que lorsque le dollar n'est plus utilisé, ça veut dire que les États-Unis vont être un pays extrêmement en difficulté financière dans les années à venir. Et je crois que c'est ça la base de toutes ces actions et de toutes ces réactions qu'on observe aujourd'hui, bien que cela ait déjà été observé lors du premier mandat de Trump. Parce que, n'est-ce pas, on sait que l'OTAN, n'est-ce pas, est déjà sur ce territoire du Groenland. Ils ont des bases militaires là-bas, ils ont tout ce qu'il faut. Le Danemark est un pays qui fait partie de l'OTAN. Et donc, il n'y a pas de raison réelle pour créer une situation où on va essayer d'annexer, n'est-ce pas, un espace sous prétexte que c'est pour la sécurité des États-Unis. Mais les États-Unis sont déjà le plus puissant partenaire de l'OTAN. Donc, si elle a déjà des bases au Groenland, elle a des bases, n'est-ce pas, un peu partout, et travaille en coopération avec le Danemark, n'est-ce pas, dans cet espace-là. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer à le faire? Est-ce que c'est nécessaire de vouloir acquérir? Qu'est-ce qu'il y aura de plus, n'est-ce pas, au Groenland que, n'est-ce pas, qu'il pourra pas obtenir avec le Danemark? Donc, je crois que c'est un peu un enfumage. Et tout le monde peut se rendre compte que c'est un enfumage parce que les arguments ne tiennent pas debout. Hein. Donc, moi, à mon avis, je pense que la dédollarisation est le soubassement de cette affaire. Tout ce qui se passe au Venezuela, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est effectivement un problème lié à la monnaie, au dollar qui commence à atteindre des niveaux pas d'inquiétude, notamment par rapport à la dette américaine qui est aujourd'hui à 38 000 milliards de dollars et dont on ne sait quoi faire. N'est-ce pas, on a des gens comme Larry Fink, n'est-ce pas, le PDG de BlackRock, qui parle du fait que le dollar ne sera plus rien dans quelques années et qu'il faut peut-être penser au Bitcoin comme monnaie refuge. Et c'est pour cela qu'ils achètent des Bitcoins en quantité industrielle, n'est-ce pas, pour être en mesure de contrôler l'économie mondiale à l'avenir, parce que vraisemblablement, ils se rendent compte qu'avec cette dette, ils seront obligés certainement d'utiliser des mesures non conventionnelles pour pouvoir essayer de se départir de cette dette qui va peser énormément sur n'est-ce pas, l'avenir de l'Amérique, n'est-ce pas, surtout dans ce cadre de dédollarisation qui est accéléré aujourd'hui et à travers le monde et dont les États-Unis ne peuvent rien contre cela, parce que lorsque vous décidez d'acheter du pain chez le voisin en utilisant votre monnaie, les États-Unis ne peuvent rien faire pour vous empêcher de le faire. N'est-ce pas? Ce ne sont pas les tarifs, ce ne sont pas les petites pressions ici et là qui vont vous empêcher de le faire. Ils ont essayé ça avec l'Inde et ça, comment on dit en anglais, ça backfire. N'est-ce pas? L'Inde est aujourd'hui le plus grand client de la Russie en termes d'achat de pétrole. Donc, vraiment, moi je pense que c'est des réactions qui sont à la fois
je veux dire, pour faire plaisir à son groupe politique, les MAGA, et à la fois l'ego, n'est-ce pas, de Trump lui-même en tant que individu qui aime, n'est-ce pas, se faire voir dans tous les milieux, être au-dessus de tout le monde à tout moment et imposer sa vision, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde le deuxième mandat, on a l'impression que Trump est venu imposer une politique étrangère très transactionnelle, n'est-ce pas, qui est centrée sur la force, n'est-ce pas, les deals, comme il aime, les deals bilatéraux et certainement la réaffirmation d'une zone d'influence américaine qui est l'hémisphère ouest. Donc, alors cette vision-là va certainement bousculer même ses alliés, n'est-ce pas, et donc multiplier les coups de force qu'on observe comme celui du Venezuela et d'autres pays qui sont menacés, le Cuba, le Mexique, etc. Donc, quand on analyse tout ceci, Fabrice, j'ai l'impression que vraisemblablement Trump tire sur tout ce qui bouge et essaie de voir ce qui va marcher. Et même sur le plan interne, les sénateurs ont voté, n'est-ce pas, un projet de loi pour lui retirer le pouvoir de pouvoir, n'est-ce pas, aller en guerre, de poser ce genre d'action. Il a menacé plusieurs sénateurs, républicains particulièrement, qui ont voté pour ce projet. ont dû repousser chemin. Donc, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment et personne ne maîtrise exactement ce qui va se passer. Mais ce qui est important, c'est que Trump ne croit plus, n'est-ce pas, au système international et voudrait donc avoir un système géré par lui-même, d'où son fameux, je sais pas quoi, groupe Conseil international. Voilà. Donc, son fameux groupe qu'il est en train de mettre en place et qu'il vend à coups de milliards. C'est toujours des transactions, l'argent. Voilà ce qui caractérise l'homme. Et donc, tout ceci montre que, après son départ, tout ceci risque de s'écrouler, évidemment, parce que ça ne tient sur rien, en fait. Chose comme 3 années à gouverner du côté des États-Unis. À l'espace de 12 mois, on a vu beaucoup de choses ont bougé malheureusement dans le mauvais sens, dans la déconstruction, en tout cas, de cet ordre multipolaire qui est véritablement en train de se mettre sur pied. Alain Jules Meunier, vous nous avez rejoint dans le cadre de cette réflexion. Bienvenue à vous. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Très heureux de me retrouver encore là cet après-midi. Je prends cette émission en cours de route, mais bon, ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. Je vous retrouve rapidement. Je rappelle que vous êtes journaliste, diplomate de formation, historien, mais davantage auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier d'ailleurs qui vient de paraître Miscellanée, Philippe Meunier, Mimveux, Mon père. C'est d'ailleurs ce livre, de votre point de vue, du moins selon l'ouvrage, qui est bel et bien plus qu'un simple assemblage de pages, mais surtout d'encre. C'est un écran de souvenirs, de rires partagés, de leçons silencieuses et de gestes tendres. Chaque mot, vous dites, il y a une trace de l'homme qui t'a appris à marcher, à rêver, mais surtout à te relever. Papa, à travers, en tout cas, ces lignes, tu veux lui dire à Alain Jules que ton amour et son héritage restent les biens les plus précieux que tu gardes. Je rappelle que l'homme à l'image a été notaire de l'actuel chef de l'État du Cameroun. Je n'en sais pas plus, je préfère m'en tenir à cette information pour révéler en tout cas la grandeur de l'homme et également sa contribution dans la construction de l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Permets-moi de te tutoyer en direct. Non, en fait, petite confusion, hein. Okay. Pas notaire du tout. D'accord. Il fut ministre de la Défense. D'accord, ministre de la Défense. Ok. Défense du gouvernement Paul Biya pendant quelques temps, quoi. Voilà. Donc c'est un hommage que je lui rends simplement parce que bon, c'était un père aimant et donc il s'est beaucoup occupé de sa famille et donc c'est par rapport à ça que j'ai écrit ce livre-là pour que les souvenirs restent, hein, bien évidemment, éternellement, parce que les écrits restent, hein, comme on dit dans le livre biblique. Donc voilà, c'est simplement pour cela. On y revenait dans le cadre de nos émissions spécialisées dans le cadre des ouvrages. Alain Jules, on a suivi avec beaucoup d'intérêt Dr Achille, et que tout à l'heure, pour lui, dans la démarche de Donald Trump, masque très bien, une réalité existentielle aujourd'hui aux États-Unis. C'est la peur de la chute programmée du dollar américain.
C'est à moi ou bien À vous la parole, Jules. C'est à vous la parole. D'accord, ok. Oui, oui, effectivement, oui. J'ai suivi quand je suis arrivé à l'antenne, j'ai suivi ça. Effectivement, les États-Unis aujourd'hui se retrouvent avec une économie exsangue, parce qu'il faut savoir que à partir du moment où il y a eu, n'est-ce pas, cette invasion russe en Ukraine, les sanctions, etc., les Russes se sont tournés vers l'Inde et ont réussi aujourd'hui à vendre leur pétrole en roubles. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, même la Chine d'ailleurs, avec le Venezuela, ce qui s'est passé au Venezuela, qui est vraiment une violation flagrante du droit international, la Chine réussissait à vendre, le Venezuela réussissait à vendre son pétrole en yuan. Donc, du coup, les États-Unis se sentent menacés, réellement menacés, c'est-à-dire le dollar est menacé. Bon, c'est la planche à billets, le dollar, c'est juste une fantaisie. Je veux dire que c'est du papier en réalité. Et aujourd'hui, ils savent très bien, avec l'inflation, avec n'est-ce pas la dette qui est exponentielle, que finalement, à terme, ça va tomber. Et quand ça va tomber, ce sera une catastrophe. C'est-à-dire que on pense à la crise de 1929, ce sera vraiment un cataclysme pour les États-Unis. Et donc, par rapport à cela, les États-Unis sont obligés aujourd'hui de faire le forcing un peu partout, notamment au Venezuela, et maintenant ils veulent le Groenland. Bon, quand on voit la flagornerie des dirigeants européens qui disent qu'ils enverront un exercice de l'OTAN au Groenland, on se pose des questions. On se dit, mais attendez, le plus grand contributeur de l'OTAN, ce sont effectivement les États-Unis. Donc, vous jouez sur quoi? Donc, on comprend très bien qu'aujourd'hui, malgré le fait que les Européens veulent dire que voilà, ils vont lancer des mesures anti-coercition, mais ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire le Groenland aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, à défaut de vendre le Groenland, c'est-à-dire que le Danemark accepte le prix que les États-Unis veulent mettre, ça ne pourra pas marcher. Et le vrai enjeu, contrairement à ce qu'on dit dans certains médias, c'est que les Américains ont peur, c'est-à-dire au niveau de l'Arctique, c'est des nouvelles routes maritimes, etc. Il faut qu'ils soient là pour contrer, n'est-ce pas, je vais les nommer empires, l'empire russe et l'empire chinois, parce que simplement, ces gens-là, qui sont puissants aujourd'hui, notamment au niveau économique, la Chine a surpassé les États-Unis, on ne le dira jamais assez, et aujourd'hui, c'est-à-dire sur tous les plans, bien évidemment, sur le plan industriel, sur le plan vraiment de l'économie en général, on sait très bien qu'aujourd'hui, Tesla est battu à plat de couture par BYD, n'est-ce pas, au niveau des voitures électriques, etc., l'intelligence artificielle. Donc, les États-Unis ont peur. Et Donald Trump, contrairement à ce que les gens croient, on dit qu'il est fou. Ceux qui disent que Donald Trump est fou ne comprennent pas les enjeux. Il n'est pas fou. Il comprend très bien ce qui est en train de se passer et il sait. Lui qui est un homme d'affaires, bien évidemment, tout ce qu'il fait, c'est en rapport avec de l'argent, est très pensé. C'est-à-dire qu'il y a les lobbies de l'économie américaine qui sont derrière. Les gens sentent que c'est hyper difficile pour eux aujourd'hui. Donc, à partir de là, ça va se poursuivre, c'est-à-dire cet impérialisme d'une violence inouïe. Et donc, sincèrement, je ne sais pas très bien comment le monde va se retrouver. Aujourd'hui, il a pratiquement renié les Nations Unies. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Et je me dis que peut-être c'est une chance pour l'Afrique aujourd'hui d'essayer déjà de se réhabiliter et de comprendre que les vrais enjeux aujourd'hui, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que il ne faut plus que nos matières premières, n'est-ce pas, soient exportées comme cela. Il faut vraiment qu'on réfléchisse tous, c'est-à-dire, je parle de tous les dirigeants africains, pour que l'Afrique puisse se protéger de cette manière-là. Sinon, on sera balayé aussi demain si on ne fait pas très attention. Merci à vous, cher monsieur. Parlons donc de l'aspect économique. Je préfère aborder cette grande question avec vous, docteur Achille, que vous êtes expert en notre finance. L'UE, cette fois-là, semble désormais déterminé, en tout cas, à faire la guerre à son ancien partenaire, partenaire jusqu'à il y a encore quelques jours. On parle donc de ce bazooka économique de l'Europe qui doit donc bien entendu mettre en branle l'ensemble des pays de l'UE à l'effet de barrer la voie finalement de s'opposer économiquement à la démarche américaine. Est-ce que, docteur, l'instrument anti-coercition posé sur la table d'abord par l'Union européenne peut faire l'unanimité et quels peuvent être effectivement ses effets sur le terrain?
Bon, on parle du mécanisme anti-coercition de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui est un outil juridique, n'est-ce pas, qui permet donc à l'Union européenne de répondre, n'est-ce pas, à la coercition économique, par la coercition économique, n'est-ce pas, ou répondre à la coercition économique exercée, n'est-ce pas, par un pays tiers, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'Europe. Et donc, l'objectif, c'est de protéger, n'est-ce pas, à travers cet instrument juridique, la souveraineté de l'Union européenne et ses États membres, pour essayer donc de décourager, n'est-ce pas, les pressions économiques qui visent en général à influencer, n'est-ce pas, les décisions politiques, n'est-ce pas, comme les décisions qui sont les décisions que Trump a prises pour pouvoir acquérir le Groenland. Et ensuite, il s'agit donc de servir de moyens de dissuasion, n'est-ce pas, en montrant à travers, n'est-ce pas, cet instrument juridique que l'Union européenne peut riposter rapidement, n'est-ce pas, et de façon coordonnée, n'est-ce pas, si elle est attaquée, n'est-ce pas, sur le plan commercial ou financier. Donc, c'est un instrument juridique et la question maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est une réponse appropriée, n'est-ce pas, à la menace, n'est-ce pas, de l'achat du Groenland et surtout les tarifs que Trump a déjà mis en branle, n'est-ce pas, qui vont entrer en action à partir du 1er février, je pense 10% et ensuite 25% plus tard. Est-ce que ça sera commensurate, comme on dit en anglais, c'est-à-dire est-ce que ce sera de même proportion que ce qu'ils vont subir? C'est là la question. Est-ce que en termes d'unité de l'Union européenne, est-ce qu'il y a une unité de l'Union européenne aujourd'hui? C'est difficile à dire parce qu'il y a toujours des pays qui sont en phase. Il y a certains pays qui sont en phase sérieuse avec Trump dans ce qu'il fait et qui ne vont pas accepter, n'est-ce pas, ce déploiement. Donc il y a encore un travail de fond qui doit être fait en termes de l'Union européenne pour que cet instrument, ce mécanisme soit, n'est-ce pas, déjà accepté de tous et ensuite mis en branle et donc de voir comment est-ce que ça va fonctionner. Surtout que c'est un de leurs alliés, n'est-ce pas, qui sera n'est-ce pas, la cible, qui sera visée, la cible, voilà, de ce mécanisme de anti-coercition là. Donc ce sera des choses, c'est des choses qu'on va voir pour la première fois, hein, je pense depuis des décennies. Voir, n'est-ce pas, des alliés se faire la guerre entre eux, que ce soit sur le plan économique, enfin, on le voit déjà à travers les tarifs de Trump, mais est-ce que ça va aller d'un cran, n'est-ce pas, et même à travers cette affaire du Groenland, est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait même des actions militaires, n'est-ce pas? On y reviendra tout à l'heure, on y reviendra, docteur. Nous commentons d'abord la démarche économique, on verra si jamais ne marche pas, est-ce que le volet militaire peut régler l'affaire? Voilà, donc c'est ça, j'essaie de parler en général pour le moment, mais je pense que tout ceci va se résoudre, à mon avis, par des discussions, parce que Trump ne peut pas aller sans le support des Américains. 75% des Américains ne le soutiennent pas dans cette entreprise. Donc, au Sénat ou à la Chambre des représentants, n'est-ce pas, ce n'est pas le soutien total du tout. Donc, il ne peut pas faire ce genre de prendre ce genre d'action de façon individuelle. Trump, c'est un monsieur qui aime prendre des initiatives, mais il aime quand même avoir le support, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des Américains pour soutenir, n'est-ce pas, son argumentation, dire bon, écoutez, j'ai envie de faire ceci, les Américains le supportent au moins à 70% ou à 80%. Donc c'est une action que les Américains veulent, donc pourquoi vous m'empêcher? Mais quand c'est le contraire et quand tout le monde, n'est-ce pas, est contre cette décision, je pense qu'il lui-même va réfléchir, il va se dire non, c'est surtout quand c'est les membres du MAGA qui sont ouvertement n'est-ce pas, contre ces décisions, contre ce genre de décisions, ça l'affecte et donc il a ce souci de plaire à ce groupe-là. Donc tout ceci, moi à mon avis, ça va se ramollir avec le temps et puis on verra. Il va à Davos aujourd'hui, il va faire un discours, je pense qu'il est en train de faire un discours en ce moment. Quand il va revenir, certainement, il aura le feedback, n'est-ce pas, de la position extérieure où il sera et il verra comment le monde réagit par rapport à tout ce qu'il fait. Et donc, je pense que tout ceci va revenir petit à petit dans l'ordre, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul sans le support des Américains. Ce sera très difficile à réaliser. Ça, pourtant, il semble déterminé dans sa démarche de Trump. Alors, je retrouve Taïfou. Alors,
d'abord, il y a ce grand enjeu. On a vu l'UE qui a eu du mal à parler d'une même voix. On a commenté d'ailleurs sur ces plateaux avec Gamal Abina, qui a eu du mal à parler d'une même voix sur la question de l'Ukraine. Là, sur le coup, on a l'impression qu'elle semble retrouver ses ailes de l'unité. On voit qu'il y a un semblant d'unité dans la démarche. Il y a d'ailleurs même le Canada qui semble également adouber la démarche européenne. Mais est-ce qu'on ira véritablement jusqu'à la mise en place de cet instrument anti-coercition qui consiste d'abord à augmenter le droit de douane et de restreindre l'accès des entreprises américaines au grand marché européen, quand on sait aujourd'hui que, eh bien, le marché européen est quasiment dominé par les entreprises américaines. Votre micro, Taïfour, il est bloqué, je vous en prie. En effet, pardon Fabrice, en effet, vous avez tout à fait raison de soulever cette question qui est à mon sens très très pertinente. D'ailleurs, je citerai en guise d'exemple le mécanisme de l'Instex. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, quand les Européens ont mis en place un dispositif économique, Achille Ecke est mieux placé que moi pour le savoir, pour parer justement au retrait de ce qu'on appelle l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Les Européens ont agi dans ce sens pour contrecarrer cette politique américaine et surtout sortir un peu du giron américain en termes économiques. Ça n'a pas marché, ça s'est auto-dissolu parce que les Américains sont les maîtres à bord, ce sont les patrons, comme disait tout à l'heure Achille Ecke, de l'Alliance. Et aujourd'hui, les Européens, comme pour l'insecte, seront donc conduits à renoncer à leur, si on peut le qualifier ainsi, à leur menace. Ils ne pourront pas se prendre de sitôt. Pourquoi? Je m'explique. Les Européens de l'Est, pour la plupart, sont acquis aux États-Unis. D'ailleurs, pour alimenter la guerre d'Ukraine, toute l'Europe, sans exception, a acheté ses armes aux Américains. Donc, on voit bien que les Européens, de manière générale, que ce soit sur un plan économique et politique et même militaire, dépendent des Américains, même s'ils ont une industrie militaire, ils dépendent quand même de ce pays-là, ne serait-ce que par rapport à leur adhésion à l'OTAN. La France, malheureusement, a loupé le coche surtout a fait l'erreur grossière que de sortir, de réintégrer l'OTAN en 2007 avec Monsieur Sarkozy, qui a donc quasiment remis la France dans le giron des États-Unis, alors que la France, jusque-là, comme en 2003, pouvait donc s'inscrire dans une démarche, une dynamique politique indépendante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les Européens, ils sont en train de vociférer en matière, de menaces, mais ils ne pourront pas dissuader Trump. Là aussi où je diverge avec Achille Ecke, c'est que cette acquisition va se faire. Je ne suis pas un devin, bien entendu. J'essaye d'analyser, les éléments à l'aune des vérités sur le territoire, sur le terrain, à savoir que les Américains ont cette fois-ci mis le paquet pour investir le Groenland, et ça va pas tarder à venir. Là, Trump étant, on va dire, dans une espèce de diplomatie un peu, amicale, mais si les Européens insistaient sur le refus, il va bientôt passer, à l'action, c'est-à-dire acquérir le Groenland pour contrôler ce qu'on appelle les passages maritimes, parce que le but avoué de Trump, d'ailleurs, il le dit clairement, c'est les Russes et les Chinois, essentiellement les Chinois, qui ont essayé d'investir dans le Groenland, dans l'infrastructure. Et c'est là où il y a eu justement la forme de discorde entre les Américains et les Européens, sachant que les Européens sont jugés par l'administration Trump de fragile, même de faible, sachant que les Européens ont toujours soufflé le chaud et le froid par rapport à l'OTAN, ne serait-ce que par rapport à l'OTAN. On se rappelle tous quand Emmanuel Macron avait parlé d'un OTAN en état comateux, et on a vu comment Donald Trump a poussé les Européens à passer de 2% de la cotisation à 5%, et on voit bien que les Européens ont toujours obéi à ce que Trump voulait en termes de coopération et militaire et politique. Alors, pour répondre à votre question concrètement, moi je ne crois pas que les Européens sont de taille à faire face au rouleau compresseur américain, pour la simple raison que les Américains sont sortis de la logique de coopération ou de partenariat ou d'alliance, si vous voulez. Il n'a que de mépris pour les Européens.
ils croient beaucoup plus au rapport de force. D'ailleurs, au risque de me répéter, tout à l'heure, la chef de la diplomatie européenne aussi avait parlé d'un rapport de force sans précédent entre les Européens. Et on voit bien que cette politique aujourd'hui américaine ne va pas on va dire, se calmer de sitôt pour la simple raison que Donald Trump veut, comme disait tout à l'heure mes co-débatteurs, quand ils parlaient de l'économie, ils ont tout à fait raison, l'économie américaine est en souffrance. Trump veut rattraper les choses parce qu'il y a quand même une perte, on va dire, le dollar, si vous voulez, recule par rapport aux actions commerciales qui sont menées par les pays. Elles sont souvent donc opérées en monnaie locale ou en monnaie en yuan. Aujourd'hui, les Américains voient de très très mauvais œil, on va dire, le recul du dollar. Ils voudraient donc prendre le devant, quel qu'en soit le prix. C'est faux. Gamal, restons davantage focus autour de cette démarche européenne. Gamal, est-ce qu'on n'est pas là dans ce que je qualifierais de mimétisme économique, c'est-à-dire que de mimétisme politique, pardon, c'est-à-dire qu'on se rappelle effectivement qu'il y a eu des séquences de bras de fer entre, par exemple, les États-Unis et la Chine sur cette question guerre commerciale. Et très rapidement, on a vu que le rapport de force n'était pas toujours favorable aux États-Unis sur la question, en tout cas, des minerais dont les États-Unis avaient besoin et qui pourraient venir de la Chine. On a vu que les États-Unis avaient fait pédale douce. Est-ce que là, sur le coup, l'UE peut se la jouer véritablement patron, c'est-à-dire à la démarche de la Chine, menaçant, allant jusqu'à amener finalement Donald Trump à reconsidérer sa position sur le Groenland? Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le rapport de force internationaux et des rapports de géopolitique et géoéconomique. Trump a une détestation monstrueuse de la Chine. Il déteste la Chine depuis son premier mandat parce qu'il a parfaitement compris que le réel concurrent économique américain est la Chine, qui en 2030 devrait devenir la première puissance économique mondiale, sans dette, sans frein économique, avec un territoire qui fait 10 millions de kilomètres carrés, avec une population qui est estimée à 1,4 milliard, 1,5 milliard bientôt, avec surtout un savoir-faire chinois qui a explosé littéralement, des centres de recherche et de développement qui sont extrêmement performants. Donc Trump a un problème avec la Chine. La question de l'Europe est une question périphérique pour lui. Il considère que l'Europe est un poids économique pour les États-Unis parce qu'il y a un coût par rapport à l'OTAN. Il considère que les mecs ne devraient faire du America First, en l'occurrence, les fameuses MAGA, mecs avec un Great Again qui veulent faire d'Amérique une nouvelle grande puissance, comme ce fut le cas après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont retiré les marins du feu, en à la fois bénéficiant d'une industrie super soutenue, militaire, je rappelle, avec un appareil militaire qui n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale, un appareil industriel qui s'est développé à plein régime grâce à la guerre, et surtout, ils ont bénéficié à la fois d'un endettement russe, on le sait, puisqu'ils ont alimenté une partie de la machine de guerre russe, et d'un endettement européen, avec ce fameux plan Marshall, qui était un plan de la dette destiné à reconstruire l'Europe au profit, évidemment, de Monsieur Schwingham des États-Unis. Donc les États-Unis sont dans une guerre commerciale, une guerre économique réellement ouverte contre la Chine, et le seul moyen d'endiguer ce phénomène du montant en puissance de la Chine, c'est de lui couper la possibilité d'avoir des énergies ailleurs que chez elle, parce que la Chine est un des plus grands producteurs d'énergie à base de charbon au monde, c'est un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable. On connaît le barrage des Trois Gorges, qui est la plus grosse usine de production d'électricité, mais la Chine, c'est aussi un pays qui a besoin, comme les États-Unis d'ailleurs, de garantir un approvisionnement pour alimenter sa machine de guerre économique qui a une croissance à l'époque à 2 points, maintenant toujours une croissance très forte. Mais la Chine, c'est surtout un pays qui veut constituer, elle aussi, comme les États-Unis, des réserves stratégiques. Qu'est-ce que sont les réserves stratégiques? Ça consiste à avoir, au-delà de sa propre production, des capacités de stockage considérables qui sont une sorte un petit peu de mécanisme de levier qui mettent en alerte dès qu'on arrive à un seuil critique et qui poussent effectivement à une action politique ou économique, voire militaire, parce qu'on voit avec le Venezuela, les États-Unis à agir. Donc la Chine est dans la même situation. C'est la première productrice d'énergie au monde. J'ai dit énergie renouvelable. C'est la première productrice d'énergie à base de charbon. C'est la première productrice de métaux, enfin de terres rares qu'elle n'utilise pas. Elle les conserve comme des réserves stratégiques. Et elle préfère faire main basse sur les terres rares africaines, sud-américaines ou dans le reste du monde, afin de garantir qu'elle ne puisse pas dans ses propres réserves pour conserver cet avantage stratégique. Les États-Unis ont la même logique. Ils ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup de terres rares, même si on n'en parle pas beaucoup. Ils produisent même de l'or, pour tout dire. Fort Knox, c'est pas un accident. La fameuse réserve de Fort Knox, qui est la plus grande réserve supposée au monde d'or. Et pour autant, les États-Unis continuent à voir les richesses de l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup d'argent
ou quand on est bien nourri en l'occurrence, on ne veut pas que notre frigo ait moins de nourriture. On veut garantir qu'il y ait plus de nourriture. Donc on veut que le fournisseur de nourriture soit pas cher, qu'il nous soit favorable. C'est mieux encore s'il le donne, si on peut le voler, c'est encore plus facile. Et on veut continuer à garder son niveau de vie élevé. On voit par exemple en Europe qu'il y a une panne. Je prends pour les cas de la France, par exemple, j'ai souvent dénoncé le fait qu'elle vivait au-dessus de son niveau de vie, simplement parce que la France, quand elle perdra ses colonies, en partie, puis totalement, puisque la perte coloniale, maintenant, au niveau économique commence à reculer, eh bien, la France se retrouve en panne parce qu'elle vivait à un niveau de vie très élevé avec le complément de la richesse africaine. Quand on perd le complément, il y a des déficits qui s'installent. Donc, c'est vrai que les États-Unis menacent le Groenland parce qu'il y a une visée expansionniste, on le sait, mais c'est surtout pour garantir leurs réserves stratégiques. Et je pense aujourd'hui que la bagarre Europe à États-Unis est une plaisanterie. Je crois pas une seconde qu'il y ait une confrontation. Ça, c'est une vaste plaisanterie. Ils vont se mettre d'accord. Il y aura un gentleman agreement parce qu'ils se tapent pas entre eux. C'est fini, ça. Ils l'ont fait à une époque. Ils ont compris que ça pouvait les conduire à une catastrophe. Donc aujourd'hui, ils vont se mettre d'accord sur le dos de la Chine. La cible reste la Chine. Le Venezuela, qui garantissait une grande partie des approvisionnements chinois, il garantit toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui avait signé la veille du kidnapping. Faut utiliser le bon terme, c'est un kidnapping qu'a subi Maduro. La veille du kidnapping de Maduro, il était avec les Chinois. Eh bien, les Chinois sont présents en Iran, les Américains font des confrontations avec l'Iran, s'apprêtaient à être présents au Venezuela, sont présents au Nigeria, sont présents très massivement présents en Éthiopie. On sait que l'Éthiopie a 5 grandes zones économiques spéciales chinoises. Et comme par hasard, là encore, les Américains à l'époque étaient à la manœuvre parce qu'ils ont financé le Tigré, donc des groupes rebelles, qu'ils ont financé pour faire tomber Abiy Ahmed, le président de l'Éthiopie. Simplement parce que la Chine est un partenaire prioritaire. Donc, faut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est une guerre d'abord de domination, évidemment, c'est classique, mais ça, c'est l'Occident. Ensuite, c'est une guerre de conquête économique. Puis sachez une chose, faut pas se raconter l'histoire. L'Occident, qui a conceptualisé le racisme scientifique, a toujours ses visées impérialistes et racistes et méprisantes. Ils n'accepteront jamais que des Chinois ou des Africains ou des Sud-Américains, donc des sous-hommes de leur point de vue, puissent commencer à relever le nez et puissent commencer à produire de la richesse à un niveau supérieur au leur. Parce que dans leur tête de racialistes, ils considèrent que nous sommes des êtres inférieurs. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces visées et que Trump, qui est un vrai raciste, ça ne fait même pas semblant, il méprise l'Afrique. Hein. Il a découvert récemment que le Libéria parle anglais, c'est imbécile, alors que le Libéria, je le rappelle tout de même, est un pays qui est né d'une partie de la communauté américaine nord-américaine à la suite d'un mouvement effectivement de retour vers l'Afrique. Donc ça, c'est juste pour expliquer que Libéria, liberté, c'est un petit rapport. Mais Trump n'est pas très intelligent, on le sait, il n'est pas cultivé, c'est un bourrin, il est vulgaire en plus, mais il s'autorise ce genre de sortie. C'est vous dire à quel point il ne comprend pas le monde, mais il ne comprend qu'à l'homme de ce qu'il est lui. Un impérialiste, occidentaliste, qui pense qu'il doit, par la force, obtenir l'écrasement du reste de la planète. Donc moi, je pense qu'il faut jamais perdre de vue qu'aujourd'hui, la cible de Trump, c'est même pas l'Europe. L'Europe, c'est plaisanterie pour lui, c'est un mouchoir. Il ne compte pas. Vous avez vu quand il parle de Macron, la façon méprisante qu'il a de l'appeler Emmanuel. Il se fout vraiment de la gueule des Européens, mais à un niveau, c'est impressionnant. Vraiment, moi, je vois un sketch sur pattes. Quand il parle des Orientaux, par exemple, de l'Arabie, il a dit « I love King ». Il se fout du roi d'Arabie. I really love it. Genre, c'est un clown, quoi. Donc, Trump, il a pris quand même 2000 milliards à l'Arabie, au Qatar, aux Émirats. Ça veut dire un peu le cambrioleur que ça peut être. Donc, Trump se comporte comme un voyou parce que c'est son dernier mandat. Parce que même s'il fait du Poutine, il a 80 ans, donc je pense qu'il commence à avoir la tombe au-dessus de son pied ou en dessous, peut-être, on sait pas. Donc il sent bien que ça commence à sentir un peu le sapin, mais dans ses visées, il rêve d'être le président qui fera des choses incroyables. Il se voulait prix Nobel, bon maintenant c'est oublié. Aujourd'hui, il veut devenir la grande puissance dominante qui va écraser la Chine. Je lui souhaite bien le bonheur parce que les Chinois sont des gens intelligents, mais surtout il rêve effectivement de récupérer, de faire une extension du territoire américain sous cette fameuse doctrine Monroe que vous connaissez tous, qui consistait effectivement à garantir que l'Amérique s'étende sur le territoire, sur son continent. Et moi, ce qui m'inquiète, je vous cache pas, c'est deux choses. La confrontation avec la Chine, parce qu'il est en train de leur chercher des noises avec Taïwan, mais l'autre aspect qui m'inquiète réellement, et moi j'ai vraiment une commisération pour les Sud-Américains, c'est cette Amérique du Sud qui pendant 30 ans a bénéficié du massacre du Moyen-Orient par les États-Unis qui concentraient leurs armes en Irak, en Afghanistan, un peu partout pour massacrer la région. Maintenant, Trump repart de cette région, il est moins intéressé, et il revient sur son précaré américain. Et évidemment, les régimes de gauche ne lui plaisent pas du tout. Évidemment, il y a beaucoup de pétrole aujourd'hui, on le sait, parce que le Brésil est un immense producteur. Évidemment, le Mexique est monté en puissance avec l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Donc tout ça fait que Trump a envie de revenir sur ce territoire sud-américain parce qu'il considère, de façon traditionnelle, on le sait déjà, que l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique et que ça appartient aux Blancs. Voilà la question de Trump. Donc vous avez un racialiste dominant, méprisant, inculte,
Faut pas l'oublier, c'est un grand inculte, mais surtout quelqu'un qui est dans une visée expansionniste. C'est-à-dire qu'il est très loin de ce qu'il disait dans son premier mandat, l'Amérique seule, on s'isole, on ne s'intéresse pas au monde. Maintenant, il s'intéresse au monde, mais simplement pour la spoliation. Je suis effectivement très inquiet pour les Sud-Américains parce que là, on a vu Venezuela, bien que la présidente soit courageuse, mais il faut comprendre que ce soit le Brésil, de Lula ou d'autres pays qui ont un penchant plutôt à gauche, il a des collaborateurs dans le secteur comme l'Argentine qui sont prêts à lui prêter main forte. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, les États-Unis vont faire beaucoup de mal, on le sait maintenant, c'est dommage, et on sait aussi que les États-Unis peuvent faire beaucoup de mal à leur paix carré. Et je pense que c'est là qu'on doit s'inquiéter, à la fois la confrontation avec la Chine et évidemment la confrontation avec les pays d'Amérique du Sud que je soutiens à plein régime et que je considère comme étant nos frères évidemment. Merci à vous. Alors Gilles, je vous retrouve. Le bras de fer, il est presque visible, même si beaucoup d'analystes, en tout cas européens, douteraient effectivement de la capacité de l'Union européenne aujourd'hui à aller jusqu'au bout de leurs idées, c'est-à-dire appliquer véritablement cette réciprocité aux États-Unis. Les États-Unis qui ont d'ailleurs déclaré que pour les 8 qui ont osé, on va le dire ainsi, oser envoyer un détachement militaire, bien qu'il soit moins conséquent à Lille, vont donc être frappés de 25% de droits de douane. Beaucoup douteraient, je l'ai dit, Alain Jules, de la démarche européenne d'aller jusqu'au bout de ses idées, de leurs idées, c'est d'autant plus que beaucoup de ces pays sont clairement vassalisés par les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Trump a laissé fuiter il y a quelques jours le mail à lui envoyé notamment par Macron. Voyait véritablement qu'il était minuscule devant la velléité impérialiste de Donald Trump. Mais il est clair que l'Union européenne se doit de faire quelque chose. Et ce quelque chose, on se dit, que fera donc l'UE face à la démarche, à la volonté d'annexion de Donald Trump? Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de théâtre, hein, c'est-à-dire que au niveau occidental, alors ce sont des grandes déclarations. On voit Macron qui se retrouve, n'est-ce pas, le meneur dans une espèce de théâtre de boulevard, qui dit tout et n'importe quoi. Bon, simplement parce que la France, c'est le seul pays des 27 qui a quand même la dissuasion. Hein. Il faut le savoir. Les autres, pas du tout. Et les 27 ne sont pas vraiment réunis en tant que tels. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, la Hongrie ne pourra même pas s'aligner sur les envolées lyriques d'un Macron ou d'un Merckx ou encore du Premier ministre britannique. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que le Groenland reviendra aux États-Unis. Ça, c'est clair et net. Hein. Je crois que tout ce que ces gens font, c'est simplement s'amuser pour montrer à leur opinion publique que voilà, ils tiennent par rapport à tout ce que Trump déclare, etc., etc. Mais maintenant, ils disent que bon, ils vont essayer de ça par l'anticoercition, s'attaquer aux GAFAM, on peut dire encore GAFA aux GAFAM, c'est-à-dire que tous ces grands groupes-là, Google, Facebook, Amazon, etc. Mais je pense sincèrement que c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et bien évidemment, quand on voit ce qui se passe, quand on sait ce qui s'est toujours passé. Oui, Alain, vous dites que c'est de l'enfumage. Est-ce que l'Union européenne serait, de votre point de vue, aussi puissante que vous semblez finalement la dépeindre? Non, mais c'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui, il n'y a pas d'union déjà. C'est-à-dire que les 27 n'ont pas, c'est-à-dire l'ensemble des 27, ils n'ont pas la dissuasion que par exemple la France a. Et ça, c'est grâce à De Gaulle. Il faut le savoir. L'Angleterre n'a pas cette dissuasion-là. L'Allemagne n'a pas cette dissuasion-là. Donc, dire que ils peuvent affronter les États-Unis, c'est pour cela que je parle d'enfumage. Ce n'est pas possible. Oui, la dissuasion peut prendre plusieurs formes, peut-être pas une dissuasion militaire, mais aussi une dissuasion peut-être diplomatique. On l'a vu sur le cas de la Fédération de Russie. Sauf que jusqu'ici, il n'y a même pas cette dissuasion diplomatique qui soit véritablement visible. Un cas simple peut être dénoncer la présence des ambassades américaines au sein de l'Union européenne. Cela n'a même pas été évoqué au sein de l'UE. Non, vous savez, je suis en train de dire que ces gens ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Ils n'ont pas les armes pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez la configuration, n'est-ce pas, économique
de l'Union européenne. Ces gens dépendent, je vous dis, sur le plan économique déjà de l'Afrique. Il faut le savoir, hein, de l'Afrique. C'est-à-dire que tout ce que l'Afrique produit aujourd'hui permet, n'est-ce pas, à l'Europe de bien vivre, on va dire ça comme ça, même comme il y a des problèmes ici ou là. Mais par rapport aux États-Unis, parlons sincèrement de la défense. Vous vous rendez compte que tous ces États européens, je dis bien à part la France qui a ses Rafales, tous ces gens-là ont des avions américains, les F-35, je crois, si je ne m'abuse. Donc, ils ne peuvent rien faire du tout. Il faut le savoir. C'est pour cela que je parle d'enfumage. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si les États-Unis décident, sincèrement, d'aller par la force au Groenland, je vous dis, personne ne pourra répliquer. Il faut le dire. Déjà, si on parle de l'histoire, même les Groenlandais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ils veulent leur indépendance, hein, en réalité. Parce que c'est une colonisation. Oui, mais ils ne veulent pas être rattachés aux États-Unis. Ils l'ont dit clairement, du moins, le Premier ministre a fait cette c'est déclaration officielle. Mais par la force, les États-Unis peuvent s'y installer par la force. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont une base à côté. Donc, c'est pour cela que, ne voulant pas faire la guerre à leurs alliés, les États-Unis demandent à acheter le Groenland. Les États-Unis demandent à acheter le Groenland. Donc, vous croyez sincèrement que si demain, ils sentent, parce que voilà, il y a une dialectique morbide et mortifère, hein, quand on entend Trump raconter des conneries dans le style, c'est pour la sécurité intérieure de notre pays, etc., et tout ce blablabla là. Mais on comprend les enjeux, nous tous. Ici, nous savons que c'est par rapport à la Chine, bien évidemment, par rapport à la Russie. Quelque part, ces gens savent que demain, et puis le dollar qui est complètement, n'est-ce pas, en train de tomber, ils savent que si ça se poursuit comme ça, s'ils n'ont pas déjà ces réserves extérieures, c'est-à-dire que les terres rares et toutes les richesses qu'il y a au sein, n'est-ce pas, du Groenland, vous vous souvenez de l'accord qu'ils ont fait, un accord bidon, accord de papier, bien évidemment, entre le Rwanda et la RDC. Les États-Unis ont fait cet accord-là uniquement pour faire main basse sur les biens congolais. Il faut le savoir, parce que aujourd'hui, le Rwanda, c'est une espèce de moteur dans l'Afrique de l'Est des États-Unis pour piller les richesses de la RDC Congo. Il faut le savoir. Donc, tout ce que les Américains font aujourd'hui, c'est à dessein. C'est-à-dire que se positionner à travers le monde entier pour uniquement faire de la prédation. C'est de la prédation. Au départ, il y avait, n'est-ce pas, ce faux prétexte qu'on a eu en Irak de la démocratie. On a eu le même prétexte en Afghanistan, etc., etc. Mais aujourd'hui, Trump, qui effectivement, dont l'inculture est crasse, il ne se cache pas. Il est sûr de sa puissance. Et il dit les choses que, bien évidemment, tous les lobbies de l'armement, tous les lobbies économiques aux États-Unis veulent entendre. C'est-à-dire qu'il ne porte pas de gants. Il est en roue libre quand il parle de Macron, quand il parle de ses dirigeants européens. Donc, il faut savoir qu'il est sûr de sa force. Parce qu'il a quand même des conseillers. Il a beau être, n'est-ce pas, un culte, mais il a des conseillers. Et ces gens lui disent que maintenant, nous sommes tout puissants. C'est-à-dire que la Pologne ne pourra que s'allier derrière nous. Parce que la Pologne existe grâce à nous. Et la peur russe que eux-mêmes ils ont fabriquée est telle que ces gens savent que si les États-Unis retirent, par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'aident plus l'Ukraine, ils ont peur que voilà que la Russie envahisse la Pologne, mais je crois que c'est pas l'idée de la Russie. La Russie revendique simplement le Donbass parce que c'est une population russophone qui doit être protégée. Il faut le savoir. Mais maintenant, il y a une telle désinformation dans les médias mainstream occidentaux que on a l'impression que tout a commencé en 2022 avec, n'est-ce pas, cette invasion russe, alors que tout a commencé en 2014 avec le coup d'État. Donc voilà, entre autres des choses qui font que aujourd'hui ces gens savent parce qu'ils ont échoué. D'ailleurs, la Russie a récupéré le plus grand gisement de manganèse d'Ukraine que miroitait justement Donald Trump. Et ils savent qu'ils ne peuvent plus rien au niveau de l'Ukraine. Vous pensez que ces gens-là vont s'engager à combattre les États-Unis alors qu'ils ont peur, parce qu'il faut quand même toujours mentionner que la Russie, c'est l'Europe. Ils veulent faire croire aux gens que la Russie, c'est pas l'Europe.
Et donc, ils savent que la Russie, c'est une grosse puissance en Europe et tout. C'est la plus grosse puissance européenne. Et par conséquent, si ils veulent, c'est-à-dire, je parle de tous les dirigeants de l'Union européenne, si ces gens veulent que les choses se passent bien, il faut simplement laisser que les États-Unis récupèrent le Groenland. C'est tout ce que moi je peux dire. Et ce que je suis en train de dire se fera, vous allez voir dans les mois qui viennent. Alors, Gamal Abina, je vous retrouve, et très sincèrement, on suit Alain Jules Meignet qui le dit avec beaucoup d'assurance. Le territoire du Groenland va être américain, quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, Trump l'a dit, je veux le Groenland, je veux qu'il soit un territoire américain, de gré ou de force. On le sait à côté, et vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, des richesses que regorge ce territoire. Il y a que c'est un territoire qui est non seulement stratégique entre l'Union européenne et le Canada, mais surtout, il reste sur les principales routes balistiques qui séparent effectivement la Fédération de Russie et des États-Unis. Et donc, il est clair que si jamais Trump essaye d'avoir le contrôle territorial de cet espace-là, même la Russie sera véritablement pour être inquiétée. Est-ce que quand on convoque cet enjeu, cela ne donnerait pas davantage l'occasion également à ces États qui revendiquent une forme de supériorité, notamment la Chine, la Russie, de s'impliquer peut-être aux côtés de l'Union européenne, elle fait de tenter de faire reculer en tout cas les visées impérialistes de Donald Trump? Non, pas du tout. L'Union européenne n'est pas une union politique, c'est une union économique. Donc, elle n'a absolument aucun poids. Il n'y a jamais eu d'Europe des politiques, on le sait très bien, ils ne se sont jamais mis d'accord sur rien. La question palestinienne l'a prouvé, par exemple, il y a une Europe dispersée. D'un côté, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique qui est contre l'entité barbare sioniste. Et de l'autre côté, le reste de l'Europe qui continue tranquillement à avoir des accords avec Israël qui détruit la Palestine. Mais l'Union européenne n'est pas une entité politique, ne l'a jamais été. C'est une entité économique qui s'est fondée pour éviter qu'ils se détruisent entre eux, tout simplement. Pas parce qu'ils s'aiment, ils se détestent, il n'y a pas de problème, mais ils ont toujours fait des guerres, 30 ans, 100 ans, ça s'est jamais arrêté, les guerres de Prusse, les guerres contre l'Allemagne, 4 entre la France et l'Allemagne, l'Angleterre et la France, ça ne s'est jamais arrêté. Donc ces gens-là ne s'aiment pas, mais ils savent se mettre d'accord sur la base du business. En revanche, quand on a le grand méchant loup que sont maintenant les États-Unis avec la personne de Trump, eh bien l'Union européenne, c'est le glaçon qu'on a mis au soleil à 45 degrés, elle n'existe plus. On a des unions européennes différentes, par exemple, on a des pays de l'Est qui sont plutôt redevables aux États-Unis, on appelle l'Europe centrale pour être très précis, et qui ne vont jamais trahir la parole de leur maître américain, puisqu'ils sont équipés, c'était dit tout à l'heure, par les Américains en F-16, en F-35 pour les plus perfectionnés. Le reste de l'Union européenne, bon, il y a une petite nuance à avoir, la dissuasion nucléaire, l'Angleterre là aussi. Donc là-dessus, effectivement, ils sont à part égale avec la France, sauf que l'Angleterre n'est pas en Europe. Elle a quitté l'Europe, elle a fait ce fameux Brexit qui est une catastrophe pour elle, et elle s'est rapprochée effectivement naturellement de ce Commonwealth, mais surtout des États-Unis. Donc l'Angleterre pro-américaine, la Pologne pro-américaine, l'Ukraine, la Hongrie pro-américaine, la plupart des pays d'Europe centrale sont pro-américains parce qu'ils croient naïvement que les États-Unis les ont libérés du communisme. Bon, c'est comme ça. Donc vous avez une Europe orientale qui est totalement anti-Union européenne, vous avez une Europe centrale qui est totalement acquise aux États-Unis, et vous avez une Europe occidentale, donc celle des mers, qui est totalement en panique vis-à-vis de la puissance américaine parce qu'ils ne peuvent rien faire. Faut voir que les États-Unis, c'est quand même la grande puissance avec la Russie dans le monde. La Chine étant une autre puissance, maintenant l'union Chine-Russie qui était inattendue puisqu'en 72 la Chine rompait avec la Russie à l'époque où il y a un rapprochement entre les Russes et les Américains. Aujourd'hui, la Chine se rapproche des Russes et fait, et ça a été dit tout à l'heure très intelligemment, des échanges indépendamment du dieu dollar. Donc les accords de Bretton Woods et tous les éléments de ce qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on appelle le pétrodollar, qui se basait à la fois sur le rapport de force militaire et sur le fait qu'il y ait du pétrole dans le monde entier. Donc le dollar pouvait être à satiété imprimé sans aucune difficulté, avec les droits de tirage spéciaux, les DTS, qui autorisaient les États-Unis à faire autant de dollars qu'ils voulaient. Une monnaie qui va devenir une fausse monnaie, parce que quand vous avez une proportion de monnaie planétaire monumentale distribuée partout, alors qu'il n'y a pas la contrepartie au niveau des réserves de change, au niveau, ils sont surendettés, au niveau des banques centrales, au niveau effectivement de la richesse créée par le pays, quand il y a un déphasage entre la masse monétaire et la réalité de ce que vaut la monnaie en banque centrale, là il y a un risque effectivement de décrochage économique et les États-Unis risquent effectivement de voir ce qu'on a appelé en Allemagne dans les années 30, dans les années 20 plutôt, l'hyperinflation monétaire. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup d'argent pour payer peu de choses. Et donc, c'est un danger existentiel pour les États-Unis
que Poutine, d'ailleurs, Poutine, c'est lui qui a lancé ça, et envisageait la dédollarisation. Parce que Poutine a eu une stratégie extraordinaire. C'est intéressant de s'intéresser à ces questions économiques parce qu'elles sont centrales. Quand Poutine fait un coup de bluff à l'Europe et dit maintenant, il n'y a pas de problème, vous me faites la guerre, vous devez me payer mon gaz, mon pétrole et d'autres denrées en roubles, il a fait d'une monnaie qui ne valait rien une monnaie de référence. Le rouble a été imposé comme une monnaie qui devient littéralement une monnaie internationale cotée, qu'on appellerait une devise. Donc le rouble devient une devise. Eh bien, ce coup de bluff a tellement bien marché que ça a inspiré les Indiens avec les Chinois qui se sont mis à échanger dans les monnaies locales. Et on voit plusieurs pays comme ça qui échangent. Les pays qui avaient commencé trop tôt et qui malheureusement l'ont payé de leur vie, je parle de l'Irak qui avait libellé ses comptes en euros, je parle de la Libye qui avait voulu créer le dinar or, mais surtout qui avait commencé à libeller ses comptes en partie en euros. Tous ces pays l'ont payé de leur vie parce que précisément ils voulaient se détacher du dollar. Aujourd'hui, les grandes puissances que sont la Russie et la Chine le font, commence de plus en plus à le faire. Alors, faut pas s'inquiéter, c'est pas demain que le monde fonctionnera plus en dollars. Il faudra du temps, il faudra 50 ans, mais la courroie de transmission est enclenchée et c'est là où l'Amérique devient dangereuse. J'ai eu la chance un soir de dîner avec Jacques Vergès, le grand avocat que vous connaissez tous, et au cours de cet échange, nous avions discuté de la présence américaine dans le monde et du risque des États-Unis par rapport au Moyen-Orient. C'était une dizaine d'années. Un dîner extraordinaire, je lui cache pas, on se souvient toujours, parce que quand vous avez un personnage d'une telle force intellectuelle face à vous, en règle générale, vous écoutez et vous abreuvez de connaissances. Et il a dit, concernant les États-Unis, que la bête, qui parle de l'Amérique, a un pied à terre et est touchée. Et cette bête touchée est plus dangereuse que lorsqu'elle était puissante. Pourquoi? Parce que quand elle observe son déclin et le risque de faillite économique qui pend aux yeux des États-Unis, l'observant, elle va réagir violemment parce que ce qui lui reste, c'est la puissance militaire. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont frapper très fort. Donc, je pense que les pays qui sont opposés aux États-Unis sont protégés par le parapluie nucléaire. Je parle de la Chine et de la Russie, tout de même. Mais je ne crois pas, et c'est pour répondre à votre question initiale, que le fait d'avoir le Groenland soit un danger pour les Russes. C'est totalement faux parce que le conflit qui a eu lieu entre l'entité sioniste, je parle d'Israël, et l'Iran a démontré que le rapport de force avait diamétralement changé. On n'est plus dans les années 80 avec les risques des missiles russes face au Pershing américain qui devait être prépositionné en Allemagne. C'est fini ça. Les États-Unis sont en retard dans le domaine balistique et militaire en termes de gestion de la frappe, de ce qu'on appelle donc les porteuses, donc de frappe de missiles longue distance, hypersoniques, intercontinentaux. Les Russes dominent totalement cette technologie, les Chinois la dominent, et le troisième larron qu'on n'attendait pas, les Iraniens dominent la technologie des pays hypersoniques, des missiles hypersoniques. Ce qui fait que les États-Unis sont très très en retard là-dessus, comme le reste de l'Europe, et que le fait d'avoir une base avancée avec des missiles qui seraient locaux ne changerait pas la donne stratégique en réalité, parce que les Russes frappent les États-Unis en moins d'une heure, ils peuvent le faire en un quart d'heure s'ils le veulent, en passant par le Nord. Donc je ne crois pas que l'argument sécuritaire soit recevable. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les rapports de force militaires ont changé en faveur effectivement des pays qui ont été innovants, comme les Iraniens qui ont créé le Drone Shahid, qui était vraiment une véritable prouesse technologique et qui a balayé les forces ukrainiennes en Ukraine parce que les Russes étaient en difficulté au début du conflit, que les missiles hypersoniques ont donné une primauté à la puissance des Russes qui ont, je rappelle tout de même, 6000 têtes nucléaires. Ils peuvent détruire la Terre 60 fois, c'est vous dire un peu l'horreur. Mais surtout, c'est pas le fait d'avoir des bases avancées dans l'extrême nord, ils en ont déjà, l'Alaska a déjà une base avancée. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qui les intéresse, les États-Unis, c'est la question économique. Il leur faut ces terres parce qu'elles sont regorges de richesses. C'est vous dire qu'ils vont vraiment massacrer la région, parce que s'ils commencent à forer là-bas, je ne vous raconte pas les conséquences du réchauffement climatique, dont Trump se fout complètement, il n'y croit pas. Nous, en Afrique, on le voit, le réchauffement climatique, les sécheresses en cascade, l'aridité des sols, ça on le sait, mais lui, il n'est pas concerné apparemment. Et oui, donc aujourd'hui, je ne crois pas une seconde que ça arrivera, et je ne crois pas évidemment que les Russes iront prêter main forte à l'Europe parce qu'ils sont en bisbille. Je ne crois pas que les Chinois iraient prêter main forte à l'Europe parce qu'ils les méprisent et que le passé ne passe pas chez les Chinois. Ils n'ont pas oublié que les guerres de l'opium, c'était la France, l'Italie, tout le monde était là, dont la reine d'Angleterre, première dealer du monde. Je parle de Victoria, qui avait alimenté toute la Chine pour qu'ils deviennent un peuple de drogués. Ça, les Chinois l'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié non plus qu'on a assassiné 1 million de Chinois dans les guerres de 50 à 53, la guerre de Corée face aux États-Unis. Ils n'ont pas oublié non plus qu'à chaque fois, la République de Chine a été refusée d'être reconnue à l'époque des communistes, quand Mao Tse-tung prend le pouvoir. Le monde entier refuse de reconnaître cette République qui est arrivée au pouvoir
parce qu'ils continuent à maintenir leur soutien à Chiang Kai-shek, qui est donc le Kuomintang, le parti opposant qui a perdu le pouvoir. Ils n'ont pas oublié que le premier pays qui, en 72, reconnaît réellement la République de Chine, c'est l'Algérie, un pays du Sud. Puis après, tous les autres pays lui emboîtent le pas. Les Chinois n'ont pas oublié qui étaient leurs amis et qui étaient leurs ennemis. Donc, faut pas oublier aujourd'hui que la rancune chinoise existe. Ils ne l'expriment pas, mais ils ont une mémoire très longue. Ce ne sont pas des idiots. C'est vraiment le peuple de Confucius qui se souvient des choses. Il faut pas oublier que les Américains sont arrogants et qu'ils ont perdu toute leur guerre depuis 45. C'est un peuple de losers. Ils sortent, ils tuent beaucoup de monde, mais ils perdent les guerres. Il ne faut pas oublier que l'Afrique émergente devient un enjeu, et malheureusement pour les Africains, ils vont malheureusement subir le contre-coup de ce grand échiquier international sur lequel le théâtre d'opération sera concentré sur l'Afrique, puisque nous sommes le continent le plus riche de la Terre, le plus jeune de la Terre, le plus grand de la Terre, le plus beau de la Terre, on peut le dire, mais qui malheureusement regorge de richesses, donc de convoitises. Il ne faut pas oublier que le théâtre d'opération ne se passera pas en Europe. Trump joue le dingo parce qu'il a l'habitude de le faire avec les Européens, il est méprisant, arrogant, mais il reviendra. Enfin, il va négocier avec eux pour avoir des avantages évidents. Il va pas dire je prends le territoire par la force, puis il n'ira jamais envoyer de troupes. Puis bon, on est quand même rassurés. Les Français ont envoyé 12 soldats, ça va. 15. Ils ont envoyé 15. 15 Juste 15 soldats, juste 15 soldats. Là, ils sont bons, là. Les Allemands en ont envoyé 13. 15, c'est mieux. 15, Voilà. Il y en a en tout 30. Ils ont envoyé 30 soldats. Avec pistolet à eau, avec pistolet à peinture, mais bon. Ah bah, juste avec des paroles. Donc là, il faut être sérieux. C'est du baratin, il faut pas en tenir compte. Les faits sont là. Les Russes, les Chinois, excusez-moi, les Américains sont en train de paniquer c'est bien cette dit tout à l'heure pour notre ami, sont en train de paniquer à cause de la dédollarisation. C'est vraiment la chose qui les fait le plus paniquer parce que un dollar sans pétrole, c'est une monnaie de singe. Absolument. C'est ça. Allez, conclusion assez pertinente. En tout cas, nos amis américains ne vont pas aimer votre conclusion, cher ami Gamal Abina. Allez, Taïfou, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai convoqué davantage le rôle que devraient jouer effectivement les grandes puissances qui s'affirment aujourd'hui, les États-Unis, que dis-je, la Russie et davantage la Chine, qui revendique davantage l'arrivée de ce monde multipolaire. Tiens, on a d'ailleurs cette déclaration de Donald Trump tout à l'heure au forum de Davos qui affirme, je cite, les États-Unis sont la seule grande puissance capable de défendre Groenland. Il s'est pas arrêté là, il a réaffirmé sa volonté à lui de conquérir le Groenland. Il déclare un bout de glace en échange de la paix mondiale. Et donc, il est clair qu'il sait très bien que l'agenda américain va clairement s'aimer du bordel, passez-moi l'expression, dans le monde entier. Est-ce que la Russie devrait se taire? Est-ce que ces grandes puissances ne devraient pas, même s'il y a des contradictions avec l'Union européenne, cette fois-là, s'opposer à la démarche impérialiste américaine? Très bonne question, Fabrice. D'abord, je commencerai par poser une question. D'abord, est-ce que les Européens se sont trompés d'ennemis, en fin de compte, entre la Russie et les États-Unis? Parce que si on devait revenir un peu dans le temps, le général de Gaulle avait parlé d'une Europe, de Brest à Vladivostok, ou je sais pas comment ça s'appelle, et qui fait que aujourd'hui, les Européens n'ont pas d'autre choix que de trouver ce qu'on appelle des solutions idoines, même quitte à, on va dire, à revenir sur les éléments qui ont constitué la guerre en Ukraine. D'abord, Mélanie avait, on va dire, donné ou jeté un pavé dans la mare en disant qu'il fallait donc redialoguer avec la Russie, parce que les Européens vraisemblablement se sont heurtés à un mur, notamment en Ukraine. On sait très bien que les Américains sont les plus grands gagnants de cette confrontation russo-ukrainienne ou russo-ukrainienne, et qui a fait que les Européens ont récolté l'inflation et les Américains ont récolté ce qu'on appelle la vente du gaz 4 fois, voire 5 fois plus par rapport aux Russes. Et c'est là où on voit que les Européens se sont tirés une balle au pied qui fait que aujourd'hui, s'ils vont pas revoir de fond en comble leur politique, notamment extérieure en matière de relations diplomatiques, il faut impérativement à ce que cette politique soit revue pour pouvoir se positionner par rapport aux menaces de Donald Trump. Alors maintenant, est-ce que les Européens sont prêts à aller dans ce sens pour contrer, on va dire, la voracité énergétique et géographique de Donald Trump? Je ne pense pas. Les Européens sont toujours dans leur délire, on va dire, de faux ennemis, en parlant des Russes. Tout à l'heure, notre ami Alain Jules avait parlé du début du conflit russo-ukrainien. Il est vrai que
quelque part, en matière de droit international, c'était amplement justifié, c'était assistance à un peuple en danger, c'est-à-dire le droit d'ingérence qui est consacré par la charte de l'ONU. Alors aujourd'hui, si on devait revenir au Groenland pour faire le parallèle entre, on va dire, ces deux conquêtes, c'est que le Groenland est un territoire autonome, il faut le rappeler, parce que tout le monde pense que le Groenland appartient à part entière aux Danois. C'est pas du tout vrai. Les Groenlandais veulent s'émanciper de la tutelle du Danemark. Il y a beaucoup d'indépendantistes, il y a les Inuits qui ne sont pas européens et qui veulent justement s'affranchir de cette tutelle. Alors aujourd'hui, les Américains veulent conquérir ce territoire parce qu'ils jouent sur cette autonomie. Ils savent très bien que le Groenland n'est pas naturellement européen, pour la simple raison d'ailleurs que James Monroe à l'époque et même bien après aussi, les Américains ont toujours estimé que cette partie de terre faisait partie de l'espace géographique des Amériques. C'est la raison pour laquelle ils agissent dans ce sens. Si on devait parler en termes géographiques, de la proximité géographique, ça peut être justifié par rapport aux Européens, que les Européens ont-ils rapporté à cette île. Ils ont été, on va dire, des protecteurs lors de la politique, ce qu'on appelle d'endiguement en 1950, quand il y a eu, enfin 49, quand il y a eu la création de l'OTAN. Les Européens ont amplement joué ce rôle d'endiguement pour aider les Américains dans leur lutte contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, les Américains n'ont plus besoin de cette Europe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils veulent mettre la main basse sur ce morceau de terre pour non seulement exploiter ce qu'on appelle les richesses du Groenland et aussi contrôler les passages maritimes et aussi contrôler aussi les agissements des Chinois. Je parlais tout à l'heure d'encerclement, on va dire, planétaire, quasiment, des États-Unis par rapport aux puissances émergentes, notamment la Chine et la Russie. On voit très bien qu'ils sont dans cette dynamique géopolitique pour stopper ce qu'on appelle l'élan, notamment des Chinois, que ce soit en matière commerciale ou économique. Il est vrai que tout à l'heure, Jules avait très très bien parlé de ce qu'on appelle la production industrielle. Il est vrai que les Chinois ont dépassé les Américains, chose qu'on ne dit pas ici en Occident. Le problème, c'est que les Américains le savent très bien entre eux dans les sphères privées. Ils savent très bien que les Chinois ont dépassé largement les Américains en matière de production industrielle et qui, ma foi, s'ils ne sont pas stoppés dans leur élan, parce que les Chinois aussi, leur intérêt, on va dire, géostratégique, géopolitique, pour pouvoir mener à bien leur politique dans une forme de diplomatie tranquille. Les Américains qui sont quasiment dans ce qu'on appelle un esprit belliqueux, d'ailleurs, à travers le temps, ce pays a été construit sur la trace ou l'empreinte du sang, en détruisant et en éliminant quasiment 20 à 30 millions d'Amérindiens et qui, aujourd'hui, ne désignent pas sur les moyens. On a vu comment ils ont laissé tomber les Kurdes, pas plus loin qu'hier. Ils ont dit que les Kurdes avaient suffisamment pompé le pétrole, comme si le pétrole était américain. Donc, on voit bien que les Américains, ils n'ont aucune morale en termes politiques. Ils sont là que pour leur intérêt. Ils veulent pas perdre la main. D'ailleurs, les agissements des États-Unis, si on devait l'analyser sur un plan psychologique, c'est que quelque part, il y a panique à bord. Il y a panique à bord parce que l'Amérique risque de passer en deuxième position par rapport à la Chine, et c'est la raison pour laquelle il devient de plus en plus agressif vis-à-vis de ces pays. Alors, pour aussi étoffer mon discours, je voudrais revenir sur les déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, à qui on a posé la question, par le journaliste qui a posé la question à ce ministre, que 50% des Américains étaient contre l'occupation de Groenland. Il avait dit, nous ne faisons pas la politique des sondages, mais nous faisons la politique réelle, c'est-à-dire la real politique, qui fait que aujourd'hui, les Américains n'en ont plus de ce qu'on appelle la démocratie, toute cette habillage qu'ils ont souvent utilisé, que ce soit en Libye, en Irak, en Afghanistan et même au Moyen-Orient. Donc, on a toujours mené des guerres au nom de cet idéal. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que ce sont des slogans creux qui ne reposent sur rien du tout. Il n'y a que le volet économique qui apporte aux Américains. Ils veulent maintenir le niveau de vie qu'ils ont aujourd'hui et qui fait que si demain ils laisseraient les Chinois, d'ailleurs, pour revenir à une formule très célèbre, quand les Chinois se réveillent, le monde tremblera.
pense que les Américains ont compris cette devise et c'est la raison pour laquelle ils essayent coûte que coûte, on va dire, de conquérir tout ce qui peut leur apparaître comme stratégique en matière d'hégémonie politique. Docteur Achille, que nous donnons la parole pour tenter également d'apprécier à votre niveau ce petit pas de solidarité posé donc par cette Union européenne, et les uns et les autres nous font savoir que cette unité n'est peut-être que de façade, mais si elle n'est pas consolidée, si elle n'est pas solidifiée aujourd'hui, eh bien ça sera finalement au risque et au péril effectivement de cette Union européenne là qui, quelqu'un l'a dit sur le panel, est davantage dépendant de l'Afrique. Est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui de l'Union européenne de se réinventer à tout point de vue économiquement, mais surtout politiquement, pour tenter effectivement de tenir à l'aune des grands chamboulements géopolitiques? Votre micro, docteur. Docteur Achille, activez votre micro, je vous en prie. Allez, merci bien. Ok. Mais écoutez, moi, ce qui est lié à l'Union européenne, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique. Et que ces gens-là, soient traités, n'est-ce pas, comme des gens de seconde classe par les Américains. Ben, écoutez, ils ont cherché, ils l'ont fait avec d'autres peuples. Aujourd'hui, ils sont victimes de ce qu'ils ont fait aux autres, et donc ils vont voir ce calice jusqu'à la lie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique. Ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique, et voir comment est-ce que l'Afrique peut se positionner par rapport à tout ce qui se passe dans le monde là, aujourd'hui. Hein, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que l'Union européenne peut s'unir, peut ne pas s'unir. Leur visée, c'est toujours l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est leur frontière, c'est-à-dire leur espace où ils doivent venir se ravitailler à souhait et détruire nos États, détruire nos peuples, n'est-ce pas, pour satisfaire, n'est-ce pas, leur soif. Donc, nous, on n'est plus à ce stade-là, on n'est plus intéressé par ce qui se passe là-bas. Ce qui nous intéresse, moi, en tant que panafricain, quand je suis sur ce plateau, je veux défendre l'Afrique, je veux parler de l'Afrique, je veux parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que nous unir avec les pays du BRICS, c'est une opportunité que le pays du BRICS nous donne aujourd'hui, et nous donne cette capacité de pouvoir, n'est-ce pas, influer sur le cours des affaires, parce que nous sommes en position de faiblesse en ce moment. Et notre salut ne viendra que lorsqu'on sera tous unanimes, n'est-ce pas, qu'il faut se regrouper autour des BRICS pour adopter une stratégie commune avec les BRICS et donc parler d'une seule voix pour peser sur les événements dans le monde. Alors, qu'est-ce que les BRICS offrent aujourd'hui? Par rapport à tout ce désordre que Trump est en train de créer, parce qu'il a peur, n'est-ce pas, de l'impact de la dédollarisation sur l'économie américaine dans le moyen et long terme, eh ben c'est d'abord répondre, n'est-ce pas, apporter des réponses collectives, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les BRICS, n'est-ce pas, et là j'inclus les BRICS élargis au continent africain, n'est-ce pas, si on en arrive là, eh ben ça pourra donc permettre, n'est-ce pas, aux pays, aux BRICS, n'est-ce pas, de pouvoir coordonner leurs réactions, n'est-ce pas, par rapport aux tarifs, par rapport aux tarifs, n'est-ce pas, et aux menaces américaines, n'est-ce pas, et ce qui va vraiment réduire la capacité de Washington à pouvoir isoler, n'est-ce pas, et punir, n'est-ce pas, les pays individuellement, comme ils ont essayé de faire avec par exemple, l'Inde, n'est-ce pas, et donc, une position commune, n'est-ce pas, sur les tarifs, les sanctions secondaires, et ainsi que la défense de la souveraineté économique, n'est-ce pas, va donc renforcer le pouvoir de négociation de nos États face aux États-Unis, n'est-ce pas, et notamment dans des forats comme le G20, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Donc, ça c'est ensuite, ça pourra accélérer la dédollarisation de manière structurée, parce que c'est là le talent d'Achille des États-Unis, parce que ne nous trompons pas, n'est-ce pas, quand les États-Unis sont menacés, ils vont faire tout ce qu'ils devront faire pour pouvoir survivre. Et donc, cette bataille qui a été engagée déjà et qui commence à avoir un impact va aller crescendo. Hein? Et ça, c'est Trump peut être là pendant 4 ans et repartir. Même si un démocrate arrive, le démocrate fera pareil. Pour les démocrates, on les connaît comme des grands guerriers, des gens qui aiment toujours aller en guerre. Donc Trump, encore, c'est quelqu'un qui aime des actions spectaculaires, etc. Mais il n'aime pas beaucoup les guerres où on envoie les troupes, etc. Mais les démocrates ne vont pas se retenir de le faire.
Donc, il faut donc accélérer la dévalorisation de manière structurée, c'est-à-dire qu'il y ait des accords de swap de devises, comme c'est en train d'être fait aujourd'hui entre les banques centrales. Il faut que les règlements commerciaux en monnaie locale soient plus accrus, n'est-ce pas, et le développement de systèmes de paiement alternatifs comme ce qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas, pour contourner, n'est-ce pas, les infrastructures ou bien les différents contrôles des États-Unis qu'ils ont mis sur pied depuis des années, n'est-ce pas, pour contrôler le monde et contrôler justement, n'est-ce pas, l'économie mondiale. Donc, il faut que de plus en plus de ces mécanismes deviennent, n'est-ce pas, des infrastructures fiables et profondes, n'est-ce pas, qui vont donc peser, n'est-ce pas, énormément sur les décisions des gouvernements américains, n'est-ce pas, maintenant et à l'avenir, et savoir qu'effectivement, cela va coûter cher aux États-Unis de pouvoir sanctionner les gens, parce que en face, ils auront un bloc, n'est-ce pas, qui est soudé, qui ne pourra pas flancher, comme ils essaient de le faire. Donc, ça, c'est une technique que, n'est-ce pas, les BRICS peuvent utiliser. En termes de leviers commerciaux et énergétiques, eh bien, une bonne partie, n'est-ce pas, de l'énergie, des minerais critiques et de l'agroalimentaire, n'est-ce pas, on le sait, vient déjà des pays d'Afrique, des pays du BRICS, n'est-ce pas, etc. Et donc, ils peuvent utiliser donc ce poids, n'est-ce pas, ce poids qui est très important pour diversifier leurs débouchés vers l'Asie, n'est-ce pas, pour notamment les pays comme l'Afrique, les continents comme l'Afrique, l'Amérique latine, etc., afin donc de réduire la vulnérabilité, n'est-ce pas, aux marchés américains, parce qu'effectivement, lorsque Trump met des tarifs, n'est-ce pas, sur un pays, en fait, les produits que vous vendez aux États-Unis seront taxés. Bon, si vous ne vendez rien aux États-Unis, les tarifs ne servent à rien. Donc, diminuer au maximum, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, des tarifs américains sur vos produits, et donc par la diversification de vos marchés à travers d'autres marchés, et donc coordonner dans les réponses tarifaires, n'est-ce pas, ciblées que les États-Unis vont mettre sur vos pays, de façon à ce que, n'est-ce pas, cela soit le plus moins impactant possible. Voilà, donc c'est ça. Donc une coordination de tout cela. Donc il y a d'autres choses comme ça qu'on peut discuter au niveau du plan international, au niveau du droit international, n'est-ce pas, aller aux Nations Unies et puis n'est-ce pas, avoir des positions communes sur n'est-ce pas, sur des sujets de ce type. Parce que ce que Trump commence là en créant une institution qu'il veut créer hors des Nations Unies, qui sera dirigée par n'est-ce pas, par l'Amérique, c'est déjà créer comment dire, un BRICS qui est opposé, un BRICS opposé au BRICS. C'est ce qu'il est en train de vouloir faire. C'est-à-dire un bloc qui sera opposé au BRICS, n'est-ce pas, et qui va donc faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça il se rend compte que n'est-ce pas, le système international actuel le limite, n'est-ce pas, les relations internationales aujourd'hui, le système international aujourd'hui, comme ça marchait pour eux depuis 1945, ça ne marche plus. Et donc il faut créer donc une autre structure qui sera hors de ces cadres-là. Donc, il essaie de créer une sorte de mini-BRICS, n'est-ce pas, des pays qui ont des valeurs peut-être ou bien des intérêts communs, mais qui seront opposés au BRICS. Mais le BRICS, ce n'est pas simplement un pays, c'est pratiquement tout le sud global, ce qui fait que les BRICS restent très puissants et donc seront capables de pouvoir, n'est-ce pas, faire face aux différents challenges, n'est-ce pas, que les pays du G7 vont essayer de mettre en place. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est l'élément important pour nous par rapport à tout cela, parce que tout ça, c'est des réactions. Tout ce que Trump fait, c'est des réactions à la situation dans laquelle les États-Unis se trouvent, n'est-ce pas, qui est catastrophique sur le plan économique, sur le plan de la dette, sur le plan des financements. Et donc, n'est-ce pas, ils essaient de se prémunir de cela. Mais il y va, n'est-ce pas, de la mauvaise façon en ce qui concerne Trump. Voilà. Merci à vous, chers messieurs. On va prendre cet élément que nous propose la réalisation et derrière, on va vous retrouver également à la Bénin puisqu'on va aborder la dernière ligne droite pour sortir de cette réflexion. La mission s'appelle Endurance Arctique et en voici les premières images. 2 chasseurs danois et un avion français survolent le Groenland. Ce n'est que le début des exercices organisés d'urgence par le Danemark avec des alliés européens pour prouver à Donald Trump qu'ils sont capables de défendre la plus grande île du monde sous l'égide de l'OTAN. It's deterrence against our enemy, which is
Russia. Mais Donald Trump ne veut rien entendre. Il prévoit désormais punir les pays qui s'opposent à son acquisition du Groenland en leur imposant des tarifs de 10% dès le 1er février et jusqu'à 25% au mois de juin. Alliances endure because they're built on respect and partnership, not pressure. Des menaces dénoncées par les 8 pays visés, dont le Royaume-Uni. A trade war is in no one's interest. S'il n'est pas prêt, du moins pas encore, à recourir à des contre-mesures, de son côté, l'Europe, sidérée, prépare la riposte. Du chantage entre des alliés de 250 ans, du chantage entre des amis, ce n'est évidemment pas acceptable. Mais jusqu'où peut-elle et veut-elle aller? La France demande à l'Union européenne d'activer l'arme la plus puissante de son arsenal pour faire face à un pays hostile. L'instrument anti-coercition, qui n'a jamais été utilisé, et prévoit des mesures l'équivalent d'un bazooka économique, limiter les importations d'un pays, limiter l'accès à certains marchés publics ou bloquer certains investissements. Les 27 pays membres seront réunis jeudi à Bruxelles pour décider de recourir ou pas à cette mesure qui a le potentiel de faire autant mal à l'Europe qu'aux États-Unis. Wir möchten diese Eskalation nicht. Wir wollen keinen Handelsstreit. Le chancelier allemand espère toujours éviter l'escalade et dit vouloir rencontrer Donald Trump en personne au sommet de Davos, où le secrétaire au Trésor américain est déjà arrivé avec un message pour les Européens. I think it would be very unwise. Il serait très mal avisé de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis, dit-il. S'il continue d'évoquer des besoins en matière de défense, on en apprend davantage sur ce qui pourrait être la véritable motivation de Donald Trump. Dans une lettre adressée au premier ministre de la Norvège, rendue publique aujourd'hui, un Donald Trump amer et vindicatif écrit « Étant donné que votre pays a décidé de ne pas me décerner le prix Nobel, je ne me sens plus tenu de penser uniquement à la paix. » Des propos aussi absurdes qu'inquiétants, alors que le ton monte entre Washington et ceux qui étaient ses alliés. Il existe une ligne rouge qui ne peut pas être franchie. C'est le principe de base du droit international, dit le chef de la diplomatie danoise. Un concept qui ne semble plus vraiment peser dans les décisions du président américain. Ici Tamara. Alors Gilles Meignet, pardon, je vous retrouve effectivement pour aborder cette dernière ligne droite. On parle là de ce déploiement militaire, mais beaucoup l'ont d'ailleurs commenté sur ce plateau, et d'ailleurs les officiels italiens sont d'ailleurs sont moqués de leur allié européen sur ce déploiement militaire. Mais dans le fond, est-ce que cette démarche ne va pas créer davantage de scission au sein de l'OTAN, puisque c'était effectivement, on va dire, le paravent militaire de cette alliance américano-européenne, et aujourd'hui qu'on ne parle plus de la même voix, est-ce qu'on est parti pour connaître véritablement une fracture interne au sein de l'OTAN? Tu n'arriveras jamais. La fracture n'arrivera jamais simplement parce que ce sont des effets d'annonce, hein. C'est-à-dire tous ces gens que vous avez vus, je le disais tantôt, ils sont dans une espèce de théâtre, hein, théâtre de boulevard. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ce sont des combattants d'opérette, hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien apporter de concret dans une dynamique selon laquelle nous pouvons contrer les États-Unis à ne pas faire ce que les États-Unis veulent faire. Je crois que pour moi, c'est acté, hein. Je le dis, et on verra bien les jours qui viennent ce qu'il va se passer. Parce que quand on regarde très bien la pensée américaine, on l'a tellement dit ici, que représente aujourd'hui Donald Trump, bien évidemment, c'est-à-dire que les conseillers, etc., les gens ont le même discours, hein, dans tout son gouvernement, les gens ont le même discours, ils se moquent pratiquement des Européens. C'est-à-dire que il les chosifie. C'est-à-dire on est dans quelque chose d'extrêmement terrible. Et donc, c'est pour cela qu'on voit justement les dirigeants faire des discours, etc. Mais franchement, ça ne comptera que pour des prunes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seul, d'ailleurs, Trump l'avait dit, hein, seule sa conscience pourra l'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, les traités, etc., tout ce qu'on signe là,
pour moi, aujourd'hui, par rapport à la politique de Trump, ça n'a plus de poids. C'est que la morale qui peut vraiment arrêter cet homme-là. Il n'y a que la morale. Mais est-ce que cet homme est encore, qui est une bête en politique, qui est une bête sur le plan économique, parce que on le dit qu'il est fou, mais on ne réussit pas dans les affaires sans être un peu intelligent. Il a réussi dans les affaires et donc il veut perpétuer cela. Donc c'est une gestion, n'est-ce pas? Vous savez, les hommes d'affaires c'est comme ça, c'est-à-dire que bon, quand ils veulent s'engouffrer dans quelque chose, peu importe ce qui se passe derrière, même s'il y a des morts, hein. Et donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les États-Unis veulent par tous les moyens, on l'a dit ici durant notre débat, que ils veulent surpasser la Chine. Et donc, ils ne s'arrêteront pas. Ce ne sont pas les discours d'un Emmanuel Macron ou Merkel qui changeront la donne. Donc, rien ne pourra changer. Et je crois quand même que, quand on revient au niveau de l'histoire, vous savez, les États-Unis avaient acheté l'Alaska, la Russie. Et l'Alaska n'est pas loin, n'est-ce pas, justement, du Groenland, hein. Et bien évidemment, le projet, n'est-ce pas, de demande, de vente, n'est-ce pas, parce que plusieurs fois, il y a eu peut-être 3, je ne sais pas, demande d'achat, n'est-ce pas, plutôt, du Groenland. Le Danemark a toujours refusé. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas? Je crois que si ces gens ne veulent pas vendre le Groenland, je me dis que les troupes américaines iront sur le terrain et prendront le Groenland. Ça, sachez-le, c'est comme ça. Ces gens nous ont prouvé depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche que le droit international ne compte que pour des prudes. Donc, à partir de là, et sachant que derrière, il est sûr de sa puissance, que personne ne viendra protester, je vous garantis que il y aura rien à faire sur ce plan-là. Le Groenland deviendra américain probablement dans les mois qui viennent. Il y aura même pas peut-être de référendum. Voilà. Gamal, sur cette même question de l'OTAN, on voit qu'en interne, on ne parle clairement pas du même voix, en tout cas en ce qui concerne l'opération militaire. L'Italie qui a clairement rallié ses partenaires, ses alliés européens après donc eh bien ce déploiement assez, passez-moi l'expression, assez fantaisiste. Mais on a suivi avec beaucoup d'intérêt la position du Canada, qui pense davantage qu'on peut aujourd'hui eh bien surfer d'une véritable démarche militaire au sein de l'OTAN à l'effet véritablement de créer une force de dissuasion contre les États-Unis. Ça c'est du sketch et de la comédie dell'arte, hein. C'est bien parce que les Italiens sont dans la manœuvre, c'est pas mal. Non, il faut être un peu sérieux quand même. On peut pas dire que l'OTAN, je rappelle que les États-Unis sont fondateurs de l'OTAN, les États-Unis depuis 1949 en tout cas. Tout à fait, qu'ils fournissent les armes à l'OTAN. Bon, la France fait un petit peu de bricolage, elle fait quelques avions pour la déco. On a vu la qualité de leurs avions face à la guerre Pakistan-Inde où les avions sont trompés comme des mouches, mais bon. Faut être très sérieux, les avions de l'OTAN sont équipés par les systèmes américains. Si un pays de l'OTAN utilise un avion contre les États-Unis, eh bien, il y a une clé qui est demandée aux États-Unis. C'est-à-dire que la paternité des avions, même s'ils payent très cher, appartient toujours aux Américains et le droit d'utilisation des armes dépend des Américains. Donc, c'est vraiment une dépendance totale. Ce qui fait que les avions européens qui sont fabriqués par Lockheed Martin, je ne sais quel autre grand fabricant américain, au Boeing, j'en passe, ces avions sont immédiatement désactivés. J'en veux pour preuve, une preuve évidente, éclatante, humiliante. Lorsque le Qatar va être attaqué par l'entité sioniste israélienne, qu'est-ce qui se passe? Toutes les armes du Qatar sont immédiatement rendues inoffensives. Toutes les armes de défense. Magnifique comme parapluie américain. C'est-à-dire que les Américains disent on vous défendra contre le monde entier, sauf notre copain Israël. Eh bien, c'est pareil pour l'Europe. Au nom de quoi les Américains vont autoriser des avions américains, vendus à l'OTAN, à s'élever contre les Américains? Il n'y aura jamais de confrontation. Il y a des coups de pression. Là, ils font semblant, les Européens, de faire semblant de résister. Une résistance de bout de ficelle, c'est ridicule. Ils vous parlent de bazooka économique. Il y a quoi rigoler. C'est comme si moi, je crachais dans le ciel pour prendre le crachat dans la figure. C'est aussi stupide. Un bazooka économique, vous tirez sur la mairie, ça revient sur vous, ça s'appelle un boomerang. C'est pas un bazooka. Donc là, ils envoient des boomerangs. Ils voudraient, du moins, ils menacent un type qui est complètement imprévisible. Trump n'est pas quelqu'un
qui fonctionne de façon rationnelle, d'une rationalité que nous connaissons. Il a sa rationalité, c'est ses intérêts, c'est tout. C'est-à-dire qu'il est capable de se croiser avec le monde entier si ça peut lui profiter, et il le fera. Parce que dans son livre The Art of Deal, l'art du deal, qui a dû être lu peut-être par Achille, ou je sais pas qui sur le plateau l'a lu, Alain, ou peut-être Smaïn, l'art du deal dit quoi? On exagère sa position pour obtenir le minimum. Voilà, c'est clair. Donc Trump est dans l'exagération, l'outrance habituelle, la vulgarité, parce qu'évidemment c'est son personnage, mais en aucun cas il est dans une position de recul. Et il ne reculera pas. Il va frapper, économiquement, il va faire les droits de douane. Vous vous rendez compte, la guerre elle est violente, hein, les droits de douane, hein, c'est ça la guerre. C'est pas la même en Palestine, hein, ils n'ont pas de droits de douane. Et il va pas hésiter, il a frappé par exemple le Nigeria, fallait quand même, faut vraiment être un sacré farfelu pour aller frapper le Nigeria. C'est quand même incroyable. Il n'est pas en guerre contre les Africains, mais il tape quand même, on sait jamais. Des fois que ils ont pas compris qu'il y a du pétrole sous leur terre. Et donc, oui, Trump est dans une démarche offensive parce qu'il a un besoin économique énorme. Parce qu'il a trahi sa population. Il a promis le paradis économique, ça n'a pas marché. Parce qu'il a même fait les droits de douane. Alors, c'est là où vraiment il y a de quoi rigoler. Il avait taxé les Chinois à 135%. Donc, je vous dire un peu, c'est pas les droits de douane. C'est quasiment une sanction économique directe. Et, ses conseillers lui ont dit, oh, lève un peu le pied parce que c'est les Chinois qui nous fournissent en électronique. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, plus de droit de douane. Voilà, c'est ça, Trump. On dit un truc, on dit autre chose. Quand le Qatar a failli être attaqué par le Conseil de coopération du Golfe, donc il y a 4 pays qui voulaient attaquer le Qatar, pour des raisons bidons, Trump a dit, bon, on laisse faire. Et c'est ces militaires qui ont dit, mais attends, calme-toi, notre plus grande base américaine est le Qatar, on peut pas faire ça. Et il a reculé. Donc Trump, c'est monsieur, je recule. Par contre, là, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire. La façon, là, il vient d'annoncer ce matin qu'il ne rencontrera pas Macron au G7. Il est en train d'insulter Macron à un niveau que j'ai rarement vu, hein. Mépris total. Rappelant que Macron n'est pas là pour longtemps. Enfin, 1 an et demi, c'est pas mal quand même. Donc, c'est une façon de mépriser les gens parce qu'effectivement, il sait la toute-puissance américaine. Il sait que c'est une puissance militaire dominante, dangereuse, hein. N'oublions jamais quand même que les États-Unis, depuis leur création, ont fait pratiquement 200 guerres, ou je sais pas, un chiffre farmineux de guerre. Que depuis 45, ils ne déclarent guerre à personne, mais qu'ils attaquent tout le monde, hein, faut pas l'oublier. Quel que soit les présidents américains, à part Jimmy Carter, qui est le seul président à n'avoir pas voulu la guerre, sinon les États-Unis ont toujours fait la guerre. Donc Trump est dans une démarche offensive parce qu'il connaît la puissance des États-Unis sur un plan militaire, parce qu'il sait la puissance des États-Unis sur un plan économique, qu'on le veuille ou non, ça reste la grande puissance malgré tout avec les GAFAM, ça a été tout à l'heure évoqué par Alain, et surtout parce qu'il sait évidemment que l'Europe ne pèse rien sur un plan politique et que jamais ces 27 pays européens qui se sont mis d'accord de leur existence ne se mettront d'accord sur la question évidemment des États-Unis. Les sanctions européennes vis-à-vis des États-Unis, c'est quoi? C'est empêcher le fromage français d'arriver aux États-Unis? 2-3 bouteilles de vin, faut être un peu sérieux. L'Amérique n'a pas besoin d'Europe du tout. Elle a besoin de l'Asie, oui. Et elle tient bien l'Asie avec le Japon, par exemple, ou la Corée du Sud, mais elle n'a pas besoin de l'Europe. Faut être un peu sérieux. Donc, quand ils prétendent vouloir résister, c'est la résistance de rigolo. Je veux dire, moi, je vois un enfant de 6 ans face à un bodybuilder. C'est ça, la réalité. Donc, maintenant, ils envoient 2-3 soldats avec des pistolets à eau pour faire semblant. Ils vont faire quelques tours d'avion dans le ciel pour faire croire qu'ils ont une force militaire aérienne. Mais franchement, les rapports de force sont totalement inégaux sur un plan économique, sur un plan militaire, sur un plan géostratégique. Les États-Unis sont chez eux en Amérique. Il leur faut peut-être 2 heures pour envoyer des troupes au sol dans des proportions considérables. Donc, faut faire très attention à ces effets. Je vous cache pas, je vais être un peu ironique parce que je vais devoir partir sous peu malheureusement. Je vous cache pas que ce qui me fait le plus rigoler dans l'histoire, ce qui m'aurait fait rigoler, ça n'arrivera pas, c'est qu'ils commencent à se frictionner entre eux. Ça nous fera un peu de vacances, je vous le cache pas. Mais je ne crois pas que ça arrivera, clairement. Je crois pas. Et si ça devait arriver, ça durerait 2 jours, hein, parce que la panique serait totale. Mais de voir les Allemands commencer à faire des ronds de jambes aux Américains, les Français faire semblant d'envoyer des hommes, les Anglais qui commencent à faire la gueule parce qu'ils seront trahis par leurs copains américains, c'est pas la première fois. Hein, genre les Anglais ont été virés du continent américain hein, il y a 2 siècles. Tout ça donne à penser sur une réalité, c'est que ce monde est instabilisé, ça c'est inquiétant, qu'il vaut mieux être multipolarisé et mieux vaut s'aligner sur le bloc de l'Est reconstitué parce que ça permet de créer un parapluie. C'est pas qu'on se met sous la domination, mais au moins des rapports de pas de protection, parce que j'aime pas le terme, mais des rapports peut-être de coprotection avec une Afrique qui alimenterait l'Est en énergie, en produits, matières premières et autres, et ces pays de l'Est qui alimenteraient l'Afrique en technologie, qui permettraient le développement. Ça, j'y crois un peu plus. Je suis plutôt, je préfère ça. Et je vous dis franchement, là, je vais sortir peut-être, je sais pas, je lis pas dans le bar de café, mais je vais peut-être sortir les pop-corn et puis regarder les spectacles européens, américains. Peut-être que ça va arriver, hein, qui sait. Ça me ferait bien rire, ça durerait pas longtemps, mais franchement, là, vraiment, je vais travailler mes abdos pour rigoler, parce que là, ça risque d'être un gag. Aujourd'hui, c'est déjà bien ridicule, donc faut pas prendre ces rigolos au sérieux. Je pense qu'il faut être très, très sérieux là-dessus. Il ne se passera rien. Trump obtiendra ce qu'il veut parce que c'est un type qui est extrêmement versatile et dangereux.
mais il va taper fort pour obtenir le minimum. Et le minimum, c'est les bases sur place, l'exploitation des terres enfin, co-développement, entre guillemets, enfin, co-exploitation plutôt, des terres avec le pauvre Danemark qui, de toute façon, ne pèse rien du tout, et une Europe qui se contentera de dire, bon, on n'était pas d'accord, mais on fera comme vous avez dit. Comme avec l'Ukraine, hein, ils ont ouvert leur grande bouche, on a vu le résultat, hein. Là, l'Ukraine est en train d'être balayée par les forces russes. Les Européens ont dit, on va les aider, ben, il y a rien. Ils ont parié sur le mauvais canasson. Donc, quand on parie sur Zelensky, un acteur qui a commencé sa carrière tout nu à la télévision, faut se poser des questions sur la qualité des Européens. Mais les États-Unis sont pragmatiques, en dépit de Trump, parce qu'il n'est pas fou, hein. C'est un type qui est excessif, mais il est entouré de gens qui réfléchissent beaucoup pour lui et qui savent très bien quels sont les rapports de force. Trump est une sorte de chien un peu excité, un chien fou, qui permet de faire avancer les lignes, bouger les lignes. Et il faut vraiment considérer que ce pari, qui est un ballon d'essai, en vérité, sur l'histoire de l'Alaska, ça a été fait, mais surtout sur l'histoire maintenant du Groenland, ça fait rigoler, ça rappelle le Groenland. Il y avait un sketch comme ça à Canal+, avec un état mythique qu'on appelait le Groenland. C'est un peu le même principe. Il considéra qu'il a des raisons de s'installer là-bas, et il va négocier avec eux pour s'installer. Mais c'est une négociation, un rapport de force inégal. Trump domine, les Européens sont dominés. Faut être très clair. Ça leur fait mal au cœur, parce que la grande Europe n'est plus une grande Europe. Aujourd'hui, la grande Europe est derrière les États-Unis, derrière la Chine, derrière la Russie, derrière l'Inde, derrière beaucoup de puissances, même le Brésil quasiment. Donc, effectivement, aujourd'hui, on doit peut-être qu'on doit se satisfaire de voir ces brouilles entre eux. S'ils se tapent entre eux, finalement, ils vont laisser le monde tranquille. Peut-être, on ne sait pas. Je vais pas être méchant, parce que évidemment, je suis pas un apôtre de la guerre, mais de les voir s'épuiser entre eux dans des guerres économiques, par exemple, ça fait bien rigoler. Voilà. Je vais devoir vous dire bonsoir, malheureusement, parce que j'ai encore une autre média qui m'a appelé, européen, ce fois-ci. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié. Puis je vous dis, j'espère à très bientôt à tout le monde. Évidemment, je salue le professeur Achille, Alain, Smarine, toute l'équipe. À très bientôt et puis sans faute. Merci encore. Au revoir. Vous, Gamal. Au revoir, Gamal. Ouais. Au revoir, Gamal. Taïfou, je vous retrouve. Est-ce que les événements récents, tels que nous avons d'ailleurs énuméré sur ce plateau, la question de Venezuela, l'Iran n'est pas loin de là, le Groenland est en actualité, la RDC bien d'autres sujets. Est-ce que ces événements récents nous éloignent de la consolidation d'un monde multipolaire ou, de votre point de vue, Taïfou, révèle l'urgence d'y arriver? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur l'hypothétique guerre ou conflit que tout le monde attend. Il n'aura pas lieu, bien entendu. Donc c'est quand même insulter l'intelligence des peuples que de s'attendre à un conflit intra-OTAN. Il n'aura jamais lieu parce que si ce conflit démarrera, cela sonnera ce qu'on appelle l'effritement de l'OTAN. Je ne pense pas que les Européens vont renoncer de sitôt à cette organisation politico-militaire. Les États-Unis, ils peuvent le faire, sauf que les Européens n'ont pas compris aujourd'hui, c'est que la nature du pouvoir américain a changé. Les rapports internationaux ont changé, tout a changé. Nous sommes dans une espèce de mutation qui s'articule aujourd'hui, mutation bien sûr internationale dans les relations internationales, qui s'articule essentiellement sur la brutalité, et dans les jours qui vont venir, on va assister encore à beaucoup plus de ruptures en termes de relations internationales. Et puis, c'est là où on voit que les Européens restent quand même dupes par rapport aux Américains. C'est les Américains qui, ma foi, vous avez vu tout à l'heure dans votre documentaire, que le secrétaire au Trésor a quasiment balayé d'un revers de main les discours des uns et des autres en parlant des Européens, et qui fait qu'on a du mal à concevoir un conflit qui s'annonce à l'horizon. Alors maintenant, pour revenir à votre question, mon cher Fabrice, sur on va dire le positionnement des uns et des autres par rapport, on va dire, aux nouvelles hordes internationales qui se dessinaient visiblement sans encombre jusqu'à ce que Trump soit réélu à la Maison Blanche. Aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, une précipitation, une accélération des événements qui vont bien sûr se durcir encore davantage dans les mois à venir, sachant que Trump a un calendrier, une feuille de route à mettre donc on est à exécution pour justement pas laisser essayer de dépasser les Chinois, parce que les Chinois sont dans leur élan, ils sont quasiment dans leur lancée de dépassement. Ils ont d'ailleurs dépassé les Américains en matière de production industrielle. Les Américains ne veulent pas en définitive perdre la main ou le contrôle de ce monde. La raison pour laquelle aujourd'hui ils sont en train d'agir à droite et à gauche pour justement
contrôler tous les passages maritimes du globe pour empêcher les Chinois à donc concrétiser ou cristalliser, si vous voulez, le chemin de la soie. On a essayé avec l'Inde à un moment donné pour créer ce qu'on appelle la route New Delhi, Haïfa, Europe, chose qui a capoté parce que les Américains ont triché un peu avec les Indiens, ce qui a déplu au Premier ministre indien. Et donc, on a vite fait laissé tomber, si vous voulez, cet arc de domination. Et aujourd'hui, l'arc de domination s'articule justement sur les Caraïbes et le Groenland aujourd'hui. C'est, on va dire, deux morceaux de terre qui aujourd'hui présentent aux yeux des Américains un intérêt géostratégique et même géopolitique sur un plan énergétique d'abord et sur un plan économique et même militaire. D'ailleurs, les Américains se sont positionnés en Alaska pour un éventuel assaut sur le Groenland. C'est là qu'on voit que la volonté de Trump n'est pas à prendre avec sourire. C'est que Trump a décidément et même résolument décidé d'occuper le Groenland, chose qui va donc advenir dans les jours qui vont venir. Donc, si on devait parler maintenant du nouvel ordre international, cet ordre international va être un peu, on va dire, entravé dans sa démarche, sachant que les Chinois et les Russes ont quasiment, on va dire, laissé faire, d'ailleurs, au Venezuela, ne serait-ce que sur le plan, non pas bien sûr aux Russes ni aux Chinois de mobiliser toute une armada pour venir au secours de leurs alliés, sachant que c'était des alliés stratégiques, que ce soit la Syrie qui était donc stratégiquement liée à la Russie et le Venezuela, mais ne serait-ce que sur un plan des renseignements. Est-ce que les Chinois ou les Russes ont suffisamment donné d'informations à Maduro pour anticiper son enlèvement? Non, ils l'ont pas fait. On a vu comment ils ont laissé tomber le Bachar al-Assad. On a vu que les Russes tout au long de l'histoire n'ont jamais été, on va dire, des alliés sur lesquels on pouvait véritablement compter, ne serait-ce encore une fois, risque de me répéter, sur le plan des renseignements. Parce que le renseignement fait partie quand même de l'attirail des guerres. C'est-à-dire une guerre ne peut être, on va dire, complète ou réussie si ce n'est avec ce qu'on appelle les informations. On a vu en Iran comment ils sont intervenus, les Américains et les Israéliens pour renverser le régime iranien. Il s'est avéré que les Iraniens, en matière d'information, de renseignement, ont été quasiment, on va dire, efficients sur ce plan-là, qui ont d'ailleurs empêché à ce que le régime soit renversé. C'est ce qu'il faut justement avec les pays qui sont aujourd'hui menacés par Donald Trump, sachant que aujourd'hui la région du Moyen-Orient dans sa totalité est menacée aussi d'effritement, parce qu'on veut créer des micro-États un peu partout. C'est là où on comprend que l'ordre international que veulent les riches, les Russes et les Chinois risquent d'être compromis pendant un moment. Et c'est là où on voit que les Américains ont pris le devant. C'est quand même un coup de maître, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime Trump, qu'on n'aime pas. J'ai vu qu'on l'a traité d'imbécile et tout ça. Il est tout sauf un imbécile. Il a compris l'équation de ce qu'on appelle les enjeux économiques, et aujourd'hui il est allé dans ce sens-là pour justement contrôler les règles du jeu. D'ailleurs, le nouvel ordre international va se faire sans les organisations que nous avons connues, savoir les Nations Unies. Les Nations Unies aujourd'hui, ça ne paye pas, et puis pour lui, bien sûr, le reste du monde, ça ne paye pas des mines, et qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump veut s'émanciper de cette organisation qui veut d'abord déloger des États-Unis, et on verra dans les jours qui vont venir, mon cher. Du moins, les jours à venir vont certainement nous révéler pas mal de choses. Docteur, on referme avec vous, avec la perspective, bien entendu, d'avoir un monde beaucoup plus calme. Trump, lui, il veut davantage le Groenland. Si jamais on souhaiterait avoir un monde beaucoup plus apaisé, il souhaiterait davantage mettre sur pied ce conseil de paix dont il sera clairement le président, le secrétaire et bien d'autres. Il est clair que dans ce capharnaüm, il faudra bien entendu que que des voix se lèvent et que des actes soient posés pour qu'on ait un monde beaucoup plus apaisé. Ben écoutez, je pense que le débat a été très très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié les points de vue des uns et des autres, parce que véritablement on a beaucoup échangé, on a beaucoup expliqué.
c'est un point saillant dans cette situation avec le Groenland. Donc, on peut dire que effectivement, le Groenland n'est pas seulement, n'est-ce pas, un îlot, n'est-ce pas, de glace, convoité par un président américain, mais est un révélateur de 3 crises profondes, n'est-ce pas? L'avenir de l'ordre international, n'est-ce pas? La bataille, n'est-ce pas, pour les ressources stratégiques, et la crédibilité de la souveraineté des peuples. Bon, vous voyez, la question posée ici n'est pas seulement est-ce que Trump aura le Groenland, mais la question sera jusqu'où les grandes puissances, n'est-ce pas, ou alors les États-Unis sont-elles prêtes à aller pour défendre leurs intérêts, et quelles limites, n'est-ce pas, le droit ou les alliances et l'opinion mondiale, n'est-ce pas, peuvent leur imposer encore aujourd'hui. Donc, vraiment, on peut dire en substance que si le Groenland devenait, n'est-ce pas, un précédent de changement de statut, n'est-ce pas, comme ça, sous pression économique ou militaire, tous les territoires stratégiques du monde seraient potentiellement renégociables, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que ce soit dans l'Arctique, dans l'Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, etc. Donc, tout ce qui existe aujourd'hui est potentiellement renégociable. À l'inverse, si la communauté internationale parvient donc, à mon avis, à gérer ce qui va être un challenge, n'est-ce pas, ce dossier de Groenland dans le respect du Danemark, n'est-ce pas, des Groenlandais et du droit international, alors on peut dire que cette crise pourra servir de rappel, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la puissance, n'est-ce pas, ne donne pas tous les droits, mais même si vous êtes la première puissance du monde. Donc, il faudrait que les gens se mettent cela en tête. Alors, donc, on va dire que le Groenland est un test, à mon avis, n'est-ce pas? C'est un test pour l'Amérique de Trump, pour l'Europe, pour l'OTAN, et aussi pour tous les pays du Sud, n'est-ce pas, en général, qui observent. Donc, soit n'est-ce pas, la loi du plus fort l'emporte. Alors, soit on montre que même aujourd'hui, à l'aide des minerais critiques et de la dédollarisation, la souveraineté des peuples et les règles du jeu, n'est-ce pas, comptent encore. Donc, il va falloir que tout le monde s'y mette. Merci infiniment, vous, docteur Achille Lequeux, expert en finance depuis votre position à Washington. Merci infiniment, Alain Jules Meignier, d'avoir été les nôtres. Je crois que on commencera déjà à s'y habituer à vous avoir dans le cadre de nos programmes. C'est que votre agenda soit hyper chargé, mais on essaie de vous retrouver de temps en temps sur cette antenne Taille Force Man qui célébrait avec nous son retour à l'antenne dans le cadre, en tout cas, de ce média. Merci infiniment à vous, cher monsieur, de votre disponibilité à l'endroit de la chaîne, mais surtout de nos téléspectateurs. Le rendez-vous étant pris pour très bientôt. On vous souhaite bien de choses à vous. Merci à vous, mes téléspectateurs, de nous avoir suivis en rang serré. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.